Que jusque-là, ça allait très bien pour moi, j'étais en avance. Je pense que j'étais en avance physiquement, intellectuellement, j'étais en avance. Une maturité Maturité. un peu plus développée peut-être par rapport à mon histoire de vie, Ok. peut-être. Mais à un moment donné, je te parlais de régule. Tout se régule avec le temps. Les vrais Anglais, ils diront, le vrai championnat qui suit, c'est la Championship, hein, c'est pas la première ligue. Hein. Ah ouais? Un Anglais, ça s'assimile à la Championship. Parce que c'est un truc vraiment anglais, tu vois. On vit en famille le week-end, c'est anglais, c'est moins médiatisé, ça rentre dedans, ça saute, ça court. Il y a 70 matchs, il y a des C'est- playoffs. Voilà, c'est ça. Quand tu C'est- regardes le championnat, son match en direct au début de l'année et la fin de l'année, tu te dis, putain, je vais jouer tout ça. Ouais. Arena Podcast, comme ça va? Moi, pour qui ne me connaît pas, c'est Beto. Et à mon côté aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager la table avec Michael Michet. Salut Beto, Comme ça va? ça va et toi? Tout va bien? Tout C'était va la bien. course pour arriver? Un petit peu, Un petit peu. quelques rendez-vous aujourd'hui. Je vais t'accompagner à la maison. Tout Ou va sinon, l'inviter, on verra. Alors, aujourd'hui, on a un super mec. Je suis vachement content d'abord qu'il est là avec nous. Et très curieux parce qu'il a un parcours que j'ai... Ça me fait tourner la tête des choses et les clubs qu'il a passés. Alors, un espoir. Depuis U16 jusqu'à U20 en équipe de France. Ouais. Clairefontaine. Ouais. Plein de clubs, Première Ligue. Ouais. Loïc Damour, merci d'être venu. Bah, merci à toi, merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là et puis bah let's go pour échanger. Du coup, Mika, c'est un pote. Mika, je le connais, ouais. Mika, je le connais. Bon, on commence tout de suite pour la petite histoire ou on laisse pas pour après. Allez, vas-y. En fait, Mika, je le connais parce que quand donc moi mes 2 dernières années de contrat, j'étais au FC Versailles et c'est avec Michael que j'ai négocié mon contrat pour venir au FC Versailles. Ok. Voilà, donc c'est lui qui m'a recruté pour venir au FC Versailles. C'est un mec sérieux. Ouais, ça On va. peut faire confiance. Puis il était gentil en plus. Il a été bon, il était Ah, sympa. ça, j'ai aucun doute. Il était sympa. Après, j'ai pas trop demandé non plus, donc voilà, mais il a été sympa. Il a signé, donc c'est que ça s'est bien passé. Exactement. Alors, tu commences comment le foot? En fait, tout bêtement, un peu comme tout le monde, hein, comment je commençais, les parents, mon père a joué au foot C'était ton père? Ouais, mon père. C'est Ah la bon. personne de la famille qui t'a amené sur le Ouais, terrain. voilà, il a joué au foot en 93, il a joué au Red Star, plus jeune. Parce que tu es né en Île-de-France. Je suis né en 93. 95, moi. Dans le 95, 95. ouais. Dans le 95. Et après, j'ai vécu un peu sur Saint-Denis. Après, on a déménagé dans l'Oise. Parce que c'était moins cher. Mes parents ont acheté dans l'Oise. Ok. Donc, j'ai grandi dans l'Oise jusqu'à mon entrée à Clairefontaine. Donc, comment j'ai découvert le football, c'est via mon père, après avec mes frères. École Voilà. de foot, classique. Ouais, classique, club. Après, on change de club pour évoluer un peu. Puis après, arrive l'âge un peu près sérieux. Quand ça commence à être sérieux, c'était les concours pour entrer à l'INF. Et là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Tu sais, Loïc, que moi, je suis coach à Trappes. Ok. Voilà. C'est vrai. Et je m'occupe des petits depuis quelques années, avec les U7. Moi, quand j'ai commencé là, je me suis dit, est-ce que je vais voir qu'il y a déjà à cet âge des talents? Je me suis posé cette question. C'est possible de voir ça. Il y a certains gamins, on a un groupe à Trappes, on va dire 40-50 gamins. Il y a toujours, chaque année, 3-4 qui sont complètement différents des autres. Tu vois qu'ils ont déjà compris un peu le truc, toi, hein. Les mouvements, le contact avec le ballon, la technique. Toi, tu étais comme ça. Depuis le début, tu as dit, oui, je suis meilleur que les autres, quoi. Non, au départ, t'en prends pas forcément conscience. Après, Mais tes parents, non, mais tes t'en coachs, prends un peu conscience parce que bah, quand ton père il te change de club pour évoluer, parce que j'ai commencé dans un club de village, après tu pars dans un autre, tu es toujours au niveau et dans un autre. Et après, à un moment donné, tu commences à prendre conscience d'eux, mais vraiment avec beaucoup d'insouciance. Et c'était pas comme maintenant avant. Avant, il n'y avait pas tout ce truc, un peu cette mania autour du foot. individualiser déjà les Ouais, talents. il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez le confirmer, vous êtes plus âgé que moi, mais ça a complètement changé. Tout a changé. Avant, tu avais beaucoup d'insouciance. T'avais, pour ainsi dire, je me rappelle que d'un parent sur tous les gamins jusqu'au centre de formation. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir rencontré 1, 2, 3 parents nocifs. Les coachs, ils pouvaient bosser. Nous, on jouait pour jouer, on s'amusait, quoi. Il n'y avait pas les réseaux, on cherchait pas. On jouait au foot, quoi. On jouait. Donc, il n'y a pas répondre à ta question, c'est pas évident. Parce Tu jouais à que l'école, au tu quartier prenais pas la aussi. tête. Tu jouais à l'école, avec les copains, au quartier. Et des joueurs de qualité, il y en avait comme aujourd'hui, même peut-être plus avant qu'aujourd'hui, du vrai football. Et aujourd'hui, le football, c'est plus trop les mêmes critères qui sont pris en considération. Quand tu étais petit, tu jouais avec les plus grands. Ouais, toujours.
Toi aussi, Mika? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui. J'en parlais justement cet après-midi au rendez-vous dans lequel j'étais. Je pense que c'est une des forces aussi. Alors, ça existe certainement partout, mais moi, je sais que sur la région parisienne, c'est aussi une des forces de la région parisienne d'avoir une telle densité que quand on a 7, 8, 9 ans, et je pense que Loïc c'était ça aussi, quand tu. En fait, ton réflexe, c'est que tu descends de chez toi, tu vas jouer au foot, et peu importe avec qui. Donc ça veut dire que tu joues avec des grands frères des copains, avec les grands du quartier. Donc tu te retrouves à jouer avec des gens qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans de plus que toi. Ça Et te forme déjà, ça beaucoup, non? commence à te former parce que ça te crée une forme d'insouciance par rapport à l'adversité, par rapport aux Ouais. gens qui athlétiquement sont plus costauds que toi, sont plus âgés que toi, sont certainement aussi meilleurs que toi. Ça te donne cette envie déjà initiale quand t'es gamin d'aller chercher ces profils-là. Et moi, je trouve que c'est des choses qui te forment déjà ouais, comme je disais, à l'adversité, à souffrir un petit peu et à aller chercher au fond de toi ce que tu es capable de faire. Oui, parce que je me souviens, moi, avec les plus grands, c'était déjà un truc différent. Jouer avec les plus grands, c'était plus sérieux, quoi. Moi, je pouvais pas jouer comme j'ai joué avec mes potes, parce que sinon, ils te dégagent du terrain, tu n'es pas jouer une autre fois avec eux. Et jouer avec les plus grands, c'était cool, quoi. Non, mais Mika l'a bien résumé, hein, c'est ça, Ah. hein. Ça. Tu vas chercher des trucs en toi qui, à la fin, Ah. quand tu grandis, tu t'en rends compte qu'ils ressortent naturellement finalement. Mais c'est vrai que si t'es pas confronté à ça, c'est différent. De toute façon, tu le vois, tu es un entraîneur, tu as des profils différents, hein. Ouais. Tu remarques celui qui habite plus à côté de Trappes. En général, quand tu habites à côté de Trappes, tu viens pas trop jouer à Trappes. Quand tu habites un peu vers chez moi, parce que moi j'habite derrière, hein, j'habite vers Rambouillet, moi. Ok. Donc c'est pour ça que quand tu me dis que tu es coach à Trappes, je dis ah bon, parce qu'en fait c'est à côté. Et quand tu fais du foot à Rambouillet et à Trappes, c'est pas pareil. T'es pas fait pareil au départ. Ouais. T'es pas fait pareil. Ça reprend ce que Mika il disait, c'est ça en fait. Tu fréquentes pas les mêmes personnes, t'as pas le même environnement pour t'exprimer, voilà, donc t'as pas les mêmes forces au départ. Après, ça se régule avec le temps. Ouais. Quand on grandit, on intègre les centres de formation, on a les mêmes coachs, etc. Mais au départ, je pense que t'es plus armé au départ quand tu se dire les choses, quand tu grandis dans un quartier, footballistiquement au départ, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Puis c'est pas discriminant pour ceux qui n'habitent pas dans les quartiers. Mais au départ, il y a une réalité, c'est que surtout dans notre région, quand tu sors d'un quartier, tu es plus armé, en tout cas pour commencer dans les catégories de jeunes. Après, ça se régule. Parce qu'après, tu as d'autres problèmes qui arrivent. Ça t'offre une force supplémentaire. Comme tu disais tout à l'heure, Beto, quand tu as les grands avec qui tu joues au foot, si t'es pas bon, ils vont pas se prendre la tête. Ils vont te dire prochain match, tu joues pas avec nous en fait. Et dégage. Donc en fait, ça te donne l'envie pour jouer avec eux de te surpasser, d'être performant. Et ça te donne ton niveau aussi, hein, parce que si tu arrives à jouer avec les plus grands, il y a quelque chose. C'est ça. Et après, moi, je me souviens que pas tous mes potes jouaient avec les plus grands. Hein. Non, justement, et tu te valorises aussi par rapport aux garçons de ton âge en disant, moi je suis allé jouer avec eux. Ah. Et après, il y a une notion qui est importante, et Loïc le soulignait tout à l'heure, et je pense que c'est une des clés et une des grosses différences, sans faire le vieux singe par rapport au football d'il y a certaines années et de maintenant. Il a parlé d'insouciance. Et ça, c'est la clé. C'était la clé en tout cas. Parce qu'à cette époque-là, encore une fois, tu jouais au foot parce que tu aimais jouer au foot. Donc tu étais insouciant, tu ne te posais pas de questions et les gens autour de toi ne se posaient pas de questions. Aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui existe beaucoup moins. Et Loïc le disait parce que, notamment les réseaux sociaux, ont eu un impact important au niveau de la valorisation, au niveau de la médiatisation, au niveau de ce qui est mis en avant. Avant, ce n'était pas le cas. Tu jouais dans ton quartier, personne ne le voyait, à part les gens qui étaient avec toi dans le quartier. Donc tu avais ton insouciance de jeunes joueurs. Et même, je serais tenté de dire, même dans les clubs, c'était moins le cas. Aujourd'hui, un jeune garçon de 7, 8, 9, 10 ans qui est performant, moi je me retrouve à voir des vidéos de ces jeunes-là sur les réseaux sociaux. Je trouve ça hallucinant. Laissez-les jouer, ces gamins-là. Laissez-les s'exprimer. Jouer au foot, ça porte bien son nom, jouer au foot. Donc s'amuser, et après ils vont se développer quand ils vont devoir se développer. À notre époque, ça n'existait pas, ça. Aujourd'hui, il y a des garçons de 11, 12 ans qui sont valorisés. J'appelle ça médiatiquement, mais en tout cas en termes d'image avec des vidéos sur les réseaux sociaux, et je ne suis pas sûr que ça les aide toujours à se développer dans le bon sens, comme il faut, dans le bon tempo. C'est difficile de passer derrière Mika par rapport à ça. Moi, voilà, j'ai un avis assez tranché par rapport à ça, et ça rejoint exactement ce qu'il dit. Aujourd'hui, en plus quand il y a des débats footballistiques avec les gens, etc. Après, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler au cours de la soirée et tout, mais en vrai de vrai, aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je dis, mais devenir footballeur aujourd'hui, là où avant, à l'époque, c'était un plaisir, un vrai truc, aujourd'hui, si on doit compter à la fin, c'est plus un fléau d'avoir fait carrière, de jouer au foot, qu'autre chose. Parce qu'en fait, on voit tout ce que la médiatisation, les trucs, Ligue des Champions, machin, mais même ces gens-là, tous les dégâts que ça fait, les réseaux, ça cache beaucoup de choses. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que ça fait énormément de dégâts aujourd'hui, le football. C'est brutal. C'est brutal. Et les gens ne se rendent pas compte.
Quand tu es à l'intérieur, tu le sais. Mais c'est vraiment brutal. Donc aujourd'hui, j'aime pas ce mot, je déteste ce mot, la chance. Mais chanceux celui qui est bien entouré aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, joueurs ou anciens joueurs, l'entourage, c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut. Alors après, si tu rajoutes les réseaux... Et donc, tu arrives là à la préadolescence, on va dire comme ça, il y a Clairefontaine. À cette époque, c'était déjà connu pour toi? Ouais, moi, ça se parlait déjà. Ouais, c'était encore plus valorisant à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était un truc. Mika est de Paris, il est plus vieux que moi. Clairefontaine, c'était plus qu'une vitrine. Oui, c'était le Graal. C'était le Graal. Et donc, tu fais tes tests, comment ça se passe? En fait, moi, j'arrive de ma petite Picardie, là, Chantilly, le club où j'étais à l'époque. Et moi, j'avais déjà des joueurs. Je connaissais parce que ça avait eu écho chez moi en Picardie, parce qu'on avait un joueur Picard qui avait été prêt à Clairefontaine. Okay. Il s'appelle Bastien Benoît. Et lui, il a fait à la Clairefontaine. Le fameux reportage. Voilà, il a fait le reportage à la Clairefontaine. Donc 86. Moi, petit, Bastien, qui est à Clairefontaine, forcément, mon voisin, il joue dans le club à côté de chez moi, donc ça se sait. Derrière, après, t'en as eu un autre qui s'appelait Stéphane Sidemont. Donc ça commençait à parler à côté de chez moi. Et t'en as qui n'ont pas été pris. Moi, vers où j'habitais, il y avait Kevin Gamero, Quentin Anton, des gars qui ont fait carrière derrière. Donc c'était pas inconnu. Parce que Chantilly, c'est quand même un bon petit club en Picardie. Et donc de là, je décide de m'inscrire. Mon père m'inscrit, je fais les tests. C'est ton père qui t'a inscrit? Oui, c'est mon père. C'est mon père. On en a entendu parler. Mon père m'a inscrit. Mon grand frère l'avait fait l'année d'avant, Clairefontaine. Il a fait? Il n'a pas été pris, mon grand frère. Ah, ok. On a un an de différence. Il a fait les tests, il n'a pas été pris. Et moi, je les ai fait l'année d'après. Voilà. Et moi, en fait, ce qui était un peu pour la fierté de ton père, tu as resté? Non, j'ai fait parce que je jouais avec mon frère, on joue ensemble. Parce que j'étais surclassé, on jouait ensemble. Et le truc, c'était... Mon frère et moi, on a signé très tôt à Strasbourg. À l'époque, ça s'appelait Poussin. Tu as signé avec toi? J'avais déjà signé, en fait. C'est paradoxal parce que Clairefontaine, ça sentait t'aider à trouver un club derrière. Mais moi, avant de rentrer à Clairefontaine, je savais déjà où j'allais aller. J'avais déjà signé dans mon club pour le centre de formation après. Et en fait, moi, le deal, c'était t'es pas prêt à Clairefontaine, tu viens directement à Strasbourg en pré-formation. Et comme j'étais prêt à Clairefontaine, mon histoire, c'est que Strasbourg m'a laissé me former 3 ans, forcément, c'était mieux pour tout le monde. Donc Strasbourg m'a laissé à Clairefontaine et après, j'ai rejoint Strasbourg. Et mon frère, lui, comme il n'a pas été pris, il est parti directement à Strasbourg. C'est une affaire de famille. Voilà, un peu. Et tu te souviens des tests, toutes ces étapes qu'il y avait à Clairefontaine? Ouais, ça, c'est les meilleures années, hein. Quand t'es jeune. Tu arrives à la fin, le dernier jour. Ouais, tu fais les. Je sais plus, ils appelaient ça des tours. T'avais 5-6 tours et après t'avais un stage de 3-4 jours. C'est un truc comme ça. Donc tu fais un tour, tu reçois un courrier à la maison. Le midi, quand tu rentres du collège, t'es trop content, tu vas au deuxième tour, machin. Et là, à Clairefontaine, tu sors un peu de ta zone de confort parce que là, tu rencontres des gens de tout horizon, les meilleurs des meilleurs. Et là, c'est là où ressort un peu tout ce que t'as. Tout ce qu'on disait depuis petit, les beaux jeux au quartier, nanana. Et là, ça doit ressortir. Ça doit ressortir à un moment, c'est là. Puis Clairefontaine, à l'époque, c'était tout un truc. Donc, quand t'es pas prêt à Clairefontaine, psychologiquement, quand t'es gamin, tu prends un coup. Donc voilà, mais bon, Dieu merci, moi, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait mes 3 années. Tu passes 3 ans là-bas. 3 ans là-bas. C'est phénoménal, hein, quand même. L'arrivée à Clairefontaine, j'imagine. C'est quelque chose. Il le dit pas, mais il y a eu beaucoup de tours avant. Donc, quand tu arrives au bout du process, c'est que c'est vraiment à cet âge-là, tu es déjà quelqu'un de performant et tu t'y rends compte que ouais, parce que tu être sélectionné dans un groupe d'élite, quoi. Tu vois des garçons avec dans l'élite de foot dans la région parisienne, le week-end, ou que tu crois sur les terrains le week-end, donc contre qui tu as l'habitude de jouer. Et puis plus tu avances dans les tours, parce que Loïc le dit pas, mais les premiers tours ils sont pas à Clairefontaine, les premiers tours ils sont dans des sites autres. Donc là, tu sens pas spécialement le truc. C'est dans l'autre département. Ouais, c'est un peu comme ça. Et après, quand tu avances jusqu'à ce que tu arrives au tour où là, tu vas directement à Clairefontaine, qui doit être l'avant-dernier ou l'antépénultième, pas avant. Là, tu te rends compte déjà du truc. Tu commences à déjà sentir. Et puis après, tu as le dernier tour. Alors moi, j'y suis pas allé. Je suis allé jusqu'à l'avant-dernier. Mais le dernier, comme disait Loïc, où tu fais 3 jours sur place. Moi, j'ai eu la chance de faire l'avant-dernier. Donc, je suis allé quand même à Clairefontaine. J'ai une petite part de Clairefontaine. Et puis, la chance que j'avais, en plus, c'est que cette période-là, c'était juste avant l'Euro 96, je crois. Donc, nous, le jour où il y avait les joueurs de l'équipe de France. Donc j'avais croisé notamment Laurent Blanc et Ibrahim Ba. Laurent Blanc m'avait impressionné parce qu'il était immense. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir au moins d'être arrivé jusque là. Mais après, comme le disait Loïc, après il y a le dernier tour qui se fait, je crois, sur 3 jours sur place. Et là tu es vraiment dans les plus performants. Alors lui en plus avait déjà signé dans un club avant. Donc c'est à dire que les qualités, les clubs professionnels les avaient déjà aperçus un petit peu avant.
Donc ouais, bah Comment ça se fait que Strasbourg, tu connaissais déjà? Parce que les recruteurs, hein, il y en a un peu partout. Hein. Alors il y en avait déjà avant, hein, des recruteurs dès le plus jeune âge, etc. Même si c'était moins démocratisé, beaucoup plus discret. Voilà. Et à Strasbourg, à Chantilly, il y avait un recruteur, paix à son âme, il s'appelle Jean Gara, et Jackie Duguay-Pérou. Jackie Duguay-Pérou est toujours parmi nous, mais Jean Gara est parti. Et donc, Jean Gara a appelé Jackie Duguay-Pérou, après rencontré mes parents. Il y avait Kevin Gamero qui était parti avant, Quentin Auton aussi qui était parti. Voilà, donc Strasbourg, c'est un peu comme une évidence. Après moi, quand j'ai signé, Jackie Duguay-Pérou était déjà chez les pros. Moi, c'est Nasser Largué qui m'a fait signer. Moi. C'est Nasser Largué qui m'a fait signer à Strasbourg. Donc, tu as fait les 3 ans à Clairefontaine. Des souvenirs particuliers? Des choses qui t'ont marqué? C'est sûr, parce que quand Par exemple, croiser et côtoyer un petit peu l'équipe de France. C'est plein de trucs, parce qu'en fait, quand tu rentres, pour resituer, quand tu rentres, tu passes en 4e. Donc, tu as 12-13 ans. Tu ressors, tu as 16 ans. 15-16 ans. Ouais. Donc, imagine, tu rentres, tu rentres, tu es un bébé. Tu ressors, tu as eu des poils entre-temps, tu as eu ta première copine entre-temps, tu as fait plein de choses entre-temps. Et tout ça, tu l'as vécu dans un groupe hyper restreint. Tous ceux qui sont passés par Clairefontaine, je sais que tu en as reçu ici. Tous qui ont fait carrière ou pas, Clairefontaine, ça marque à vie. Ça marque à vie. C'est une expérience de malade. Tu vois, moi, quand j'en parle, c'est des frissons, mais c'est pas du mytho. Il n'y a pas longtemps, il a fait 50 ans. Toi, étais là à faire? J'ai pas pu y aller. J'ai pas pu y aller, mais j'ai été invité, mais j'ai pas pu y aller. Mais ouais, Clairefontaine, ça marque parce que faire carrière, c'est pas une fin en soi quand tu es passé par Clairefontaine. Tu revois quelqu'un qui a pas fait carrière, tu as le même plaisir que quelqu'un qui a fait carrière parce que on n'est pas là pour ça. C'est pas ce que tu as fait qui prime là. C'est ce qu'on a vécu ensemble qui nous marque. Et ça, c'était génial parce que tu as fait 3 ans. T'arrives, t'es avec des mecs qui sont plus grands. Après, tu passes au milieu. Après, c'est toi le plus grand. T'accueilles les plus petits. Tu vois des générations passées, des mecs passés et tout. Donc, c'est top. C'est top. Le joueur plus fort que tu as rencontré avec Clairefontaine et qui a fait carrière ou qui n'a pas fait et qui t'a marqué, tu dis putain, ce mec-là, il est fort, il va arriver loin. Tu te souviens de quelqu'un? C'était la bonne génération, la tienne, à ton avis? Ouais. C'est une bonne génération parce que, comme on dit à Clairefontaine, et puis les coachs te le disent, moi j'avais André Merel comme coach. Les coachs te le disent, ils te disent d'entrée. Hein. Déjà, là, vous êtes 23, 24. En 3e année, vous serez plus que 19. Ils t'annoncent la couleur. Clairefontaine, avant de t'apprendre le football, parce que clairement, il t'apprend le football. Le premier entraînement, c'est on s'est mis pieds nus. On a appris à jongler. Donc, on est reparti à 0. Mais avant ça, il y a un vrai rôle éducatif. En tout cas, moi, mon premier entraînement avec M. Merel, c'était ça. On s'est mis pieds nus. On a appris les bonnes surfaces de pied pour jongler. Tu devais jongler, pointe en bas. La balle elle pourra tourner pendant que tu jongles, etc. Donc, c'était tout un truc. On a réappris le football à Clairefontaine. Et aussi, il y a un vrai côté éducatif avec Clairefontaine. Ça, je pense que ça l'est toujours. L'encadrement, c'est parce qu'en fait, rigide. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont raison, parce qu'ils accueillent des gamins en 4e. Tu restes toute la semaine à Clairefontaine, donc ils ont un rôle d'éducateur grave à assumer. Et Clairefontaine, en tout cas, moi, à mon époque, une grosse responsabilité. Et moi, à l'époque, ils étaient garants de ça. Et parce que on vient de plein d'horizons différents. Sur les 25, t'en as qui viennent on n'a pas tous les mêmes chances au départ. T'en as qui viennent de familles compliquées, pas d'entourage, donc pas forcément de cadre, etc. Donc Clairefontaine a amené vraiment un cadre. Donc ça va beaucoup plus loin que le football en fait. Clairefontaine, c'est une vraie institution. Alors je sais pas ce que c'est. C'est une vraie formation quoi. Ouais, c'est préformation. Tu vois. Préformation. Je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais en tout cas moi à mon époque, c'était tout un truc. Quoi. Ouais, mais je suis presque tenté de te dire que c'est même la priorité de Clairefontaine. C'est que avant de former des footballeurs, tu formes comme il disait, des garçons, tu récupères des enfants et t'en fais de jeunes adultes quand ils sortent de Clairefontaine. À partir du moment où tu as 15-16 ans, ça y est, tu deviens quasiment un jeune adulte. Donc pour moi, c'est même la priorité. Tu crées d'abord les adultes de demain. Quand tu es à Clairefontaine, il faut se rendre compte, déjà même quand on est adulte, de passer le temps qu'eux passaient ensemble pendant 3 ans. Tous les jours, du lundi au vendredi, et parfois un peu plus pour ceux qui jouent ensemble le week-end, tu passes tes journées avec des gamins de ton âge. Il a passé, sur cette période-là, plus de temps avec ses éducateurs qu'avec ses parents. Donc en fait, c'est se rendre compte qu'effectivement, tu as un rôle éducatif qui est, au-delà d'être important, qui est primordial. Et c'est d'abord la clé, et puis après, encore une fois, on ne l'a pas encore évoqué, mais aussi par le fait que tu sais très bien que même si tu es déjà dans les plus performants de cet âge-là,
Mais tu sais qu'il y en a qui vont pas faire carrière non plus. Donc, à partir du moment où tu vas pas faire carrière, il faut être préparé aussi à faire autre chose. Tu as dit qu'à Clairefontaine, ils annoncent la couleur. Ouais. Ils annoncent ça déjà. Ouais, ils ne te demandent pas. Écoute, ils te disent, entre vous, mais même ils le disent aux parents aussi. aussi. Ils le disent aux parents aussi. Ils le disent d'entrée. Les premières réunions, c'est croyez pas. Hein. Et vous prenez pas la tête. Ici, là, on est au début. Il y en aura, si on a trois qui sont pros et tout, c'est très bien. Hein. Pour ça, pour revenir à ta question, quand tu me disais est-ce qu'on avait une bonne génération, j'ai envie de dire oui. Parce que nous qui ont vécu et qui continuent à vivre du foot, on était peut-être 7-8. Différents niveaux. Et pour encore répondre à ta question, des bons joueurs, j'en ai vu plein. Mais des joueurs forcément où tu te dis qu'ils avaient un truc en plus. Moi, de ma génération, c'était Yanis Salibur, qui avait vraiment un truc en plus. Et génération au-dessus, si je dois dire quelqu'un, c'est Yacine Brahimi. Et au-dessus, c'était Gabriel Aubertan. Voilà, par génération, moi, quand je suis arrivé plus petit, moi, c'était en termes de talent pur ou chose extraordinaire. Après, tu avais d'autres très bons joueurs. Hein. Willy Bolly, qui fait encore une belle carrière, qui est encore en activité. Après, voilà, il y avait des joueurs comme ça. Ma génération, il a cité 3 joueurs offensifs quand même. Oui, c'était des talents. Avec Aubertan, si je ne me trompe pas, Paco Navarro, qui a passé au podcast. Ah, c'est ça. Il a joué avec... C'est ça, ils étaient ensemble. Voilà. Ils étaient ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est bien ça. Putain, je t'ai dit, Paco Navarro, qu'est-ce qu'il devient? Bonjour s'il écoute le podcast. Paco? Ouais, qu'est-ce qu'il devient? Il était venu, du coup, qu'est-ce qu'il fait? On peut en parler en aparté? Il est à haut des graves soucis à niveau de santé. Ah, ok. Des blessures. Ok. Blessures. Ok. Il a eu un problème au ménisque qui ont dit, voilà, il raconte au podcast, le ménisque, c'est la banalité, quoi. On fait l'opération, voilà, un mois après, c'est bon. Il a fait 6 opérations, il s'en sortait pas. Mais je crois qu'il avait déjà eu une galère à Clairefontaine déjà. Non, je pense qu'à Clairefontaine, c'était à l'OM. Il part de Clairefontaine, il va à l'OM. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est à l'OM qu'à la fin de la formation à l'OM, ça se passe pas très bien. Et il finit pour aller à Dijon, il est signe pro. Et après, il commence à avoir ses soucis avec son genou qui le force à arrêter. Quoi. Ok. Bon. Aujourd'hui, il travaille dans la boîte informatique. Voilà. Bon, s'il est heureux, c'est le principal. Et donc Strasbourg. Mais pendant Clairefontaine, toi, ou des autres offres Oui. Forcément, j'imagine. Ouais, si, il y en avait, mais bon. Pardon. Mais ton frère était déjà là. Non, mon frère s'était déjà fait virer. Il avait fait la préformation. Après, il s'est fait virer. Ça collait pas et tout. Il était déjà rentré quand moi je devais y aller. Alors Strasbourg, j'ai été fidèle à mon contrat. J'aurais pu ne pas l'être parce qu'en soi c'était qu'une convention. Hein. C'était pas, il y avait convention et après ça s'appelle un ANS. Oui. Un accord de non-sollicitation. C'est bien ça, Mika? Oui, exactement. Donc voilà, en soi, juridiquement parlant, j'aurais pu partir dans un autre club, signer pro et ça cassait tout ça. C'est un peu ça, en gros, si je dis pas de bêtises, le truc. Et j'avais des sollicitations, c'est vrai, par rapport à... en parallèle, j'avais fait les équipes de France de jeunes, etc. Donc, oui. Les sollicitations Mais ça vient après, quand tu es à Strasbourg. Ça arrive en 3e année à Clairefontaine. Ok. En fait, en 2e année, le cursus, c'est un peu ça. En 2e année, tu fais la Coupe nationale, tu représentes ta région. Si tu as été performant pendant cette compétition, tu es appelé pour faire les présélections de l'équipe de France l'année d'après. Ok. Et donc voilà, donc dès l'année d'après, donc en 3e année... C'était ton cas? C'était mon cas. En 3e année à Clairefontaine, il y a l'équipe de France, moins de 16, U16, qui commence. Donc en 3e année à Clairefontaine, tu es déjà en sélection équipe de France. Quand tu arrives en Strasbourg, tu es déjà en 17 déjà. Tu vois. Donc voilà, donc des sollicitations, oui, mais je suis resté fidèle à Strasbourg. À l'époque, Strasbourg était quoi, Ligue 1 ou Ligue 2? Ligue 1. Ouais. C'est après qu'il descend pendant des années. Non, moi, quand j'arrive la première année, ils sont en Ligue 1. Plus bas même. Plus bas que national. Ils sont descendus en, je sais plus si c'est pas CFA2. National 3. CFA2. Ils sont partis très bas. Ouais. Moi, quand je suis arrivé, Loïc, toi, c'était l'équipe de France. On fait une parenthèse et on parle de ça. Tu étais un vrai espoir parce que tu as fait l'équipe de France au 16, au 17, au 18, au 19 et au 20. C'est un truc dingue, quoi. Non, c'était très bien. On lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, mais il s'est passé. Parce que quand tu es là, tu dis... Non, mais quand je suis là, je me dis... Putain, c'est quoi mon niveau, là? Je vais jouer au Real Madrid, je vais jouer à la Juve. C'est ça. Quand tu es là, tu te dis, par rapport après, c'est factuel. Hein, parce que si je suis entre les meilleurs non, mais quand tu es là, c'est factuel, tu es les meilleurs de la France. Parce que je suis puis voilà, entre les meilleurs du monde. On avait une très bonne génération. Puis c'est la vérité, ça se passait très bien pour moi. Titulaire, capitaine pendant très longtemps. Capitaine. Et voilà, on fait l'Euro 17 contre l'Espagne, on perd en finale, après 18.
Et après, tu te fais rattraper, en fait. Après, tu es à Strasbourg. Et là, je suis à Strasbourg, mais après, tu te fais rattraper tu te fais rattraper par beaucoup de choses, par le fait de ne pas avoir écouté les entraînements. Parce que jusque-là, ça allait très bien pour moi, j'étais en avance. Je pense que j'étais en avance physiquement, intellectuellement, j'étais en avance. Une maturité un peu plus développée peut-être par rapport à mon histoire de vie, peut-être. Okay. Mais à un moment donné, je te parlais de régule. Tout se régule avec le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le manque de travail, la prétention, l'arrogance, tous ces trucs-là, à un moment donné, la vie, elle te met une claque, la vie, elle te rappelle à l'ordre. Ça, tu peux pas y échapper. Tu vois ? Et moi, là, je le dis du haut de mes 33 ans, mais voilà, il fallait l'analyser. Je ne l'ai pas analysé tout de suite. Hein. J'étais gamin. C'est difficile quand même. Là. Mais même il a fallu... même si toi, environnement. Dis-le en portugais. Même si toi, voilà, tes proches, les personnes qui sont proches à toi, c'est difficile de gérer ça, j'imagine. Hein. En fait, moi, le truc, c'est que j'avais pas d'entourage. J'écoutais personne, en fait. Moi, j'avais mon truc. Parce que tu ne voulais pas. Parce que je voulais pas. Parce que j'étais sûr de moi. Ça se passait bien, ça va toujours bien se passer. Voilà, j'étais quelqu'un. Vous parlez, mais je suis en équipe de France. Ouais, je suis là, je suis bon. Voilà, en gros, c'est ça. J'étais dans cet état d'esprit, mais c'est le cas de plein de gamins. C'est comme ça, tu as 17 ans, tout se passe bien, tu as les plus gros clubs européens qui appellent tes parents, tu vas visiter des clubs, tout se passe bien, donc tu vois pas le truc arriver, et puis tu es jeune en plus. Donc bon, si tu n'as pas l'entourage qui est là pour te rappeler à l'ordre, c'est compliqué. Et quand je disais pas l'entourage, c'est pas que j'avais pas mes parents, j'avais mes parents, sauf que moi, j'écoutais pas. Et moi, ce que je reproche, parce que tu peux rien refaire, mais après, Mika me connaît un peu, moi je dis les choses, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est factuel, faut le dire. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que ce rôle d'éducateur, qui était très bien à Clairefontaine, dès que tu arrives en centre de formation, tu l'as pu, ça. Tu l'as pu parce que dès que tu arrives en centre de formation, tu es une marchandise. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça a changé? Non, c'est même pire aujourd'hui, j'imagine. Tu penses que c'est pire? Tu es une marchande. Moi, je le vois Il n'y a comme pas ça, plus d'attention dans les centres de formation par rapport à ces jeunes talents? Après, il y a une règle. De continuer le discours à Clairefontaine. Écoutez, vous êtes là à 20, 25, mais... Ah non, mais ce discours, il y aura un ou deux quoi à la fin. Ce discours, il est peut-être là. Le discours, il existe. Parce que tu avais le discours dans la préfo. Et tu dis dans la formation, oui, le discours, c'est le même. Mais c'est le même. Je te coupe. Juste en club, et Mika, je pense qu'il ne me dira pas le contraire, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand tu es bon, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand tu es bon, tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas le coach ou l'encadrement qui est là pour serrer, donc il faut avoir un coach. Il faut avoir un coach qui a du tempérament et du caractère et tout. Mais quand tu es bon, tu fais ce que tu veux. Pas faire des bêtises à gauche, à droite, et ça passe. Et moi, c'est ce que passe je reproche. Après, ce que je dis, ça peut pas plaire. Peut-être ça va pas aux auditeurs. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Parce que moi, je fais une généralité. Je mets pas tout le monde dans le même sac. T'en as qui savent faire régner les règles dans leur centre de formation, dans les trucs. Mais de manière générale, quand t'es bon, le club ferme en oreille. Ferme un peu les yeux parce que voilà, t'es une valeur marchande, t'es un truc. Et on oublie ce rôle de oui, mais il peut ne pas passer aussi. Et on va le laisser au bord de la route en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'on va laisser? Et aujourd'hui, les mecs, tu les ramasses la petite cuillère quand ils passent pas pro. Il y a plusieurs problématiques. Comme disait Loïc, il y a déjà le fait que quand tu joues et que tu es performant, c'est plus difficile, naturellement, d'écouter ce qu'on te dit qui ne va pas. Donc lui a maintenant, encore une fois, avec beaucoup de recul, l'humilité de se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est ce que lui faisait. Et c'est aussi une des difficultés à la fois de l'entourage, mais aussi des éducateurs. Parce que, comme il le dit, quand tu as 15, 16, 17 ans, que tu joues tous les matchs, lui a souvent été capitaine, que tu es sollicité aussi par des grands clubs, des gros clubs qui viennent toquer à la porte, c'est très difficile d'aller dire à un garçon de cet âge-là, ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que lui, il va te dire, mais comment ça, c'est pas bien? Je suis capitaine, tout le monde me veut. Si, c'est bien, laisse-moi faire mon truc. Donc ça, c'est une des vraies difficultés. Ça, c'est une des vraies problématiques. Après, là aussi où je rebondis sur ce qu'il disait sur les procédures de maintenant, au niveau des jeunes, c'est que, alors effectivement, moi, j'aime pas les généralités, mais la certitude, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot sont valorisés de plus en plus tôt. De plus en plus jeunes, ils valent de plus en plus d'argent. Donc forcément, les clubs d'appartenance les voient aussi comme ça. Donc je ne suis pas complètement dans le sens de ce que vient de dire Loïc, mais la certitude, c'est qu'effectivement, un garçon qui a une valeur marchande, puisque c'est de ça qu'on parle, même s'il a 15, 16, 17 ans, forcément,
peut-être que parfois, dans certains clubs, on leur laisse un peu plus de passe-droit parce que ce garçon-là, déjà, la première difficulté, c'est qu'il faut être sûr que s'il n'a pas encore signé, qu'il signe chez toi. Donc, qu'il reste chez toi, qu'il signe d'une durée assez longue pour que demain, s'il est performant, tu puisses potentiellement le revendre. Ça, c'est une réalité aussi. Et après, de se dire qu'une fois qu'il est là, tu as tout intérêt à ce qu'il soit bon parce que, selon le modèle économique de beaucoup de clubs en France, ces garçons-là, tu dois les revendre aussi derrière. Donc, c'est un process qui est délicat, qui n'est pas facile. Mais après, c'est les directions sportives des clubs qui doivent se battre pour faire valoir leur projet, en fait, ce que tu veux faire. Et faire comprendre que parfois, même des joueurs, aussi talentueux soient-ils, il faut respecter les règles et rentrer dans le sens de la marche, même si, encore une fois, c'est sûr que c'est pas évident. Mais il y a aussi de très bons éducateurs qui savent le faire, et encore heureux. C'est aussi pour ça que la formation française est reconnue et qu'il y a des clubs européens qui viennent aussi chercher les jeunes joueurs chez nous, parce que ça on n'en a pas encore parlé non plus, mais c'est aussi une réalité. Aujourd'hui c'est beaucoup plus ça a toujours été le cas. La tentation d'aller à l'étranger aussi. Voilà, il y a des clubs étrangers qui de plus en plus viennent chercher des garçons de plus en plus tôt, donc c'est aussi des problématiques différentes pour les clubs qui se retrouvent en difficulté. Avant c'était déjà il fallait les tenir pour pas qu'ils aillent dans les meilleurs clubs français, maintenant il y a les clubs étrangers aussi qui s'y mêlent. Donc voilà, c'est tout un cheminement qui est pas forcément évident à mettre en place. Et la difficulté, elle est de trouver justement sa place quand on est éducateur, quand on est entourage, quand on est joueur, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est des choses qui sont très très difficiles à gérer au quotidien. Et on en revient à ce que disait Loïc au tout départ. Quand on regarde de l'extérieur le joueur de foot, on voit que les bons côtés. Oui, il joue au foot, il gagne de l'argent. Oui, mais il y a plein de choses autour qui sont parfois difficiles. Et ça, c'est les choses qui en font partie. Non, mais c'est ça. Tu signes à quel âge pro 17 ans. 17 ans. Presque journée anniversaire. Avec Jean-Marc Cuens, qui est adjoint à Strasbourg aujourd'hui. Voilà. Et là, tu commences à t'entraîner avec le groupe pro? Oui. Ouais. À 17 ans. Ouais. Mais en fait, j'étais tellement insouciant, parce qu'en vrai, c'est mon histoire, donc je suis fier de mon histoire. C'est que j'étais tellement sûr de moi que voilà, dans mon process, parce qu'en fait la vraie histoire c'est ça. En fait moi je suis à Strasbourg, parce qu'on est là pour parler, de toute façon. Et la vraie histoire c'est que moi je suis à Strasbourg et je me sens prêt à aller titiller les pros. En fait quand tu arrives à la base à Strasbourg tu dois jouer en U16. Donc moi quand j'arrive je reprends avec les 18. Et je joue avec les 18, donc je ne vais pas en U16 parce que j'avais déjà joué en U16 avec La Fontaine. Donc je suis surclassé, ça c'est classique. Très vite, je m'entraîne avec la CFA et je redescends le week-end à jouer en 18. En 6 mois, et très vite, je me retrouve à être en CFA et jouer en CFA en 6 mois. Et là arrive le mois de janvier. Et je me rappelle, on rentrait de sélection. Et je fais l'aller-retour avec le président, Philippe Ginestet, président de Strasbourg à l'époque. Et on fait l'aller, il fait le retour, on rentre à Strasbourg de Paris. Et là, je me dis, c'est maintenant. Moi, on attend les bagages et je vais le voir et je dis, écoute, président, bonjour et tout, Loïc, tout ça et tout. Je dis, président, moi, faut me tester chez les pros, je me sens prêt. Et voilà, voilà, j'ai envie d'y aller, je me sens prêt. Caractère, quoi. Voilà, je dis, voilà, testez-moi, voilà, vous allez, moi, j'ai envie d'y aller, c'est bon. Il me dit ok, et voilà, faut croire qu'il a apprécié la démarche parce que on parle pas on est à 2-3 jours près. Je vais chez les pros avec Jean-Marc Furlan et premier entraînement et tout, et ça se passe super bien. Et de là, je m'entraîne jusqu'à la fin de l'année avec eux et je signe mon contrat pro avec Jean-Marc Cuens et voilà comment ça s'est fait. Et tu descends le week-end pour jouer avec la CFA. Avec la CFA. Ça c'est sur ta première année? Sur ma première année. Je fais mes premiers 6 mois. Et voilà comment ça s'est fait, en fait, c'est ça. Ça va vite. Voilà comment ça s'est fait. Hein. Parce que j'étais un peu peut-être fou, je sais pas, peut-être un peu fou. Et voilà comment ça s'est fait, en fait. Mon histoire, c'est ça. Et avec Jean-Marc Cuens, c'est voilà. Je me rappelle, il n'y avait pas d'argent au milieu. Je suis avec Jean-Marc Cuens, on discute. Je dis voilà, tu n'as moi. Pas d'argent? J'en avais pas forcément. J'avais mon père et un conseiller, voilà. Mais j'ai pas eu besoin de mon argent pour signer pro, en fait. J'étais. Et il n'y a aucune prétention là-dedans, c'est les faits. Je parlais avec Jean-Marc Cuens et je lui dis voilà, moi je me sens prêt. Voilà, c'est en gros à droite j'ai ça, à gauche j'ai ça. Si ça ne me passait pas, je m'en vais. Tu vois, ça paraît prétentieux quand je raconte comme ça. Ça l'est, mais ça s'est passé comme ça. Mais en même temps, c'est une preuve de caractère. Et des savoirs. Je pense que c'est ce qui a plu aussi certainement au président. Mais après, on va y venir, mais ça m'a joué des tours aussi. Parce que forcément,
Quand forcément, à un moment donné, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des excès à des moments, et puis à un moment donné, la vie te rattrape aussi, parce que tu travailles un peu moins parce que tu penses que tu es en avance. Là, je raconte ça, il y a une forme de prétention là-dedans, certainement, mais en tout cas, c'est mon histoire parce que je l'étais prétentieux, c'est la vérité. C'est la vérité, j'ai toujours été une bonne personne, je pense, mais prétentieuse. Et j'ai pris du temps à comprendre que dans le football en France, dans notre pays, ce que tu dégages en dehors du terrain, c'est presque beaucoup plus important que ce que tu fais sur le terrain. Et ça, moi, j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre. Et moi, c'est tous les à côté. En dehors du terrain, tu dis avec le staff, avec le les staff, dirigeants. Dans le comportement, avec les collègues, dans ce que tu dégages, la voiture que tu as, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, la manière de tout. On est dans un pays, c'est comme ça. Dans tout, tu dois faire attention. Ton body language que tu dégages, tout est important. Moi, ça, je l'ai compris très très tard. Et moi, c'est tout ça qui m'a porté préjudice aussi. Alors après, les contre-performances aussi sont arrivées, etc., etc. Donc voilà un peu. Là, je me débat. La deuxième année, comment ça se passe? La première année, tu t'entraînes avec eux. La deuxième, tu commences à jouer déjà avec les pros. La deuxième, du coup, je fais les 6 mois, je fais avec eux. La deuxième, je reprends avec eux. Et la première journée, Furlan me donne mes premières minutes. Contre Montpellier, je rentre peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On avait gagné. Et toi, 17 ans 17 ans. 17 ans, tu rentres sur le terrain. 17 ans, voilà, je fais une demi-heure. Avec les pros. 15 minutes, je sais plus, mais je rentre. Première journée, c'était top. Et cette année-là, malheureusement. À la maison, le match? À la maison. Et on rate la montée à la fin de l'année. Tes parents, ils sont là? Non. Non, ils étaient déjà à l'île de la Réunion. Ils sont retournés vivre à l'île de la Réunion. Et du coup, on rate cette année-là la montée à Montpellier, pareil. Donc on reste en Ligue 2 encore l'année d'après. Mais c'était magnifique, avec des joueurs exceptionnels, des hommes exceptionnels, c'était top. Moi, c'était Grégory Pesley, Pierre Ducrot, Stéphane Cassard, Habib Belaïd. Voilà, Morgan Schneiderlin, Kevin Gamero. Ah oui, voilà. Habib, il était là. Ouais. Belle petite équipe. Belle petite équipe. Quand même. Non, c'était sympa, c'était bien. Ah oui, les plus vieux, Pascal Johansen, Yassine Abdessaki. Non, c'était sympa. On n'a pas parlé de ton poste. Milieu de terrain défensif, ouais, c'est ça. 6. Ouais. Donc tu étais le mentor de jeu, quoi. Bon, j'ai essayé de faire mon travail. Tu étais encore plus dans l'organisation ou celui-là qui cassait? Non, c'était au charbon. Mika, il m'a connu quand je commençais à être cramé. À l'époque, je courais beaucoup, j'étais 8, je prenais la profondeur, je faisais toutes ces choses-là. Je frappais au but et tout, voilà. Et puis, box to box. Puis sur la fin, on a reculé. On a reculé, on s'est mis en bas et puis on essaie de couper les attaques un petit peu parce qu'on n'arrivait plus trop à attraper. Parce qu'aujourd'hui, les petits, c'est des prototypes. Ça va vite, ça saute haut, ça court. Putain, laisse tomber. Aujourd'hui, j'imagine. Donc voilà, mais non, c'était ce poste-là. Faut utiliser l'expérience. Faut couper. Ouais, c'est ça. Donc j'étais relayeur. Derrière, faut couper. Relayeur et 6 après. Voilà. Tu n'as jamais changé de poste? Non, c'était toujours comme ça. Ouais, toujours La Fontaine, milieu défensif. Toujours au milieu, c'est ça. À l'époque, c'était qui le mec? Tu disais comme ça, je veux être comme lui. Oh, voilà, je regarde son jeu. On m'a posé la question hier dans un repas en famille. Mais moi, j'ai jamais eu de joueur fan d'un joueur. J'avais plutôt pas mal de joueurs que j'aimais bien. Ouais. Mais j'ai jamais rêvé un gars, je vais être comme lui. Mais dans ton poste? Ouais, des gens dans mon poste que j'aimais bien. C'était la référence pour toi? Il y en avait plein, dans des styles différents. Tu avais Vieira, Makelele, Girard, Lampard. Voilà, Nengolan, Arturo Vidal. J'aimais bien. Ouais, c'était le panel de joueurs un petit peu que j'aimais bien. Scholes, voilà, il y en avait plein. Ouais. Il y en avait plein. Entre Vieira et Scholes, il y a un peu de différence. Mais mais c'était des profils que j'aimais bien. Ils avaient tous leur truc. Vieira pour voilà, il y a Touré, des trucs comme ça, pour leur prestance physique, leur qualité. L'autre pour sa qualité de passe, frappe. Tu vois. On est quand même beaucoup sur des milieux qu'on dirait aujourd'hui des milieux modernes, des milieux polyvalents, très complets en fait. Là, sur tous les noms qu'il a cités, c'est des garçons qui étaient à la fois capables de défendre et d'attaquer. Ouais. Ça commençait un peu dans cette époque à voir le 6 qui n'est pas le 6 qui casse tout, mais le 6 qui pense au jeu. Et... Moi, j'ai pas connu le 6 qui casse tout. Moi, mon époque, le 6 n'était pas vu comme Roy Keane. C'était déjà vu comme un milieu de terrain. Voilà, qui devait savoir jouer, qui devait savoir être le premier relanceur, sur qui on comptait dans le jeu vraiment, pas que pour couper les attaques. Ouais, style Steven Gerrard et Frank Lampard qui sont des bons prototypes. Là, oui, on est 2008, 2011, 2010. C'est ça. Voilà. Ouais, le foot, il avait déjà changé. Ouais, quand j'étais petit, ces mecs-là, quand j'étais ado, ces mecs-là, c'était le mec qui cassait tout, quoi. Au Brésil. Ok, Strasbourg, après, tu passes
Moi, j'ai fait Boulogne. Strasbourg, Boulogne-sur-Mer. Strasbourg, je les quitte malheureusement. On n'a pas réussi à remonter de National à Ligue 2. Donc après, moi, liquidation judiciaire, etc., c'est à ce moment-là. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, je ne suis pas dans l'obligation, mais par rapport à... Tu étais là? Ouais, j'étais là. Ouais. J'étais là quand le club... on rate la montée à 2 points. Parce qu'on était exempt. À l'époque, en pleine saison, tu as Guignon de Tony Vérel qui quitte la compétition pour histoire d'argent et tout. Donc ça se transforme en un exempt. Donc il y en a un qui joue pas le week-end. Et nous, on était exempt la dernière journée. Donc on ne pouvait pas jouer. Et c'est comme ça que Guingamp monte à notre place. Je voulais te demander une chose, Loïc. Strasbourg qui est fait frontière avec l'Allemagne, non? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a là, cette influence de foot allemand dans le club? Oui. Ouais. Déjà chez les fans, déjà. Wenger, il sort de là, non? Ouais, c'est ça. Comme joueur. Tu le sens déjà dans ce que les supporters mettent comme amour pour leur club. C'est une culture qui est beaucoup plus allemande que française au final, Strasbourg. Et dans le jeu aussi? Non, pas forcément dans le jeu. Ils n'insistent pas sur le truc allemand. Mais l'ambiance, mais plus dans la mentalité. Puis t'es vraiment collé à l'Allemagne, hein. Franchement. Le tram, je crois, il fait même les deux. Hein. Il fait la frontière, il passe la frontière. Donc non, t'es vraiment collé. C'est très germanique, Strasbourg, l'Alsace en elle-même, mais Strasbourg, Strasbourg particulièrement. Donc non, tu ressens l'Allemagne, oui. L'air allemand, tu le sens bien. Ancienne région de l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Il me semble aussi. Ouais, il me semble aussi. Donc non, ouais, tu le sens. Bon, et donc... Et pourtant, il n'a jamais joué en Bundesliga. Non. Tu n'as jamais joué en Bundesliga? Non. J'aurais bien aimé, hein, mais non, pas eu l'opportunité. On a passé, on ne va pas revenir sur la CBB. Là, juste pour le registre. Après, je vais raconter à Gilles Bibé qu'on a discuté en off. Par contre, Bologne, US Bologne. C'est ça. À l'époque, Ligue 2 ou Ligue 1? Ligue 2. Ligue 2. Ils descendaient de Ligue 1. Ok. Ligue 2. Et tu signes avec eux? Ouais. Je signe avec eux. Ça se passe 12 ans là-bas? Ouais, 2 ans. 1 an et à la pré-saison d'après, je me blesse. Au genou. Première blessure? Première blessure, ouais. Le grave, croisé. On va dire. Ouais, le croisé, ouais. Ah, tu as fait le croisé? Ouais, j'ai fait croisé. Croisé postérieur. Rupture totale? Ouais, du croisé postérieur. Donc, le croisé postérieur, c'est celui où tu n'as pas besoin d'opérer. Tu peux revenir juste en renforçant un peu les ischios et les quadris. Okay. Donc, je ne me suis pas fait opérer, j'ai pas eu besoin. Parce que c'est tenu par les muscles autour. Donc, j'ai fait 6 mois à Clairefontaine. Mais là, j'étais déjà dans un processus de renouveau déjà à ce moment-là. Là, j'étais en train de manger mon pain noir à ce moment-là. L'expression, voilà, en gros. Là, je commençais déjà à comprendre qu'il fallait que je change beaucoup de choses, sinon j'allais droit dans le mur et le foot, c'était fini. J'avais déjà eu cette prise de conscience à ce moment-là. Donc, bienvenue au monde adulte, quoi. Voilà, donc j'ai dû... C'est pas je les me suis jeunes analysé que parce que là, c'est pas surclassé, que tu étais en équipe de France. Puis même, les équipes de France, là, on a survolé, mais à un moment donné, je perds ma place en U19, ils font le championnat d'Europe du coup sans moi, ils le gagnent. J'avais déjà perdu ma place en U19, j'ai réussi à revenir en U20. Habib aussi, non? Il était dans l'équipe? Non, mais Habib est beaucoup plus âgé que moi, par contre. Il est beaucoup plus âgé que toi. toi. Moi, je suis 91, lui, il est 86. Ouais, c'est ça, parce qu'il a fait à la Clairefontaine aussi. 86. Oui, 86. Il est plus âgé que moi. Et il perd une grosse opportunité en équipe de France aussi, avec un coach, bon bref. Ouais. Et il raconte pas les casses. Donc voilà, mais ouais, donc voilà, on est passé à Boulogne, mais à ce moment-là, il y a déjà un peu l'analyse qui est en train d'être faite sur ce qui a changé. Donc là, je repars un peu de zéro, d'où la blessure. Donc blessure, après, voilà. La blessure, c'était au 12e année? Le début de la 2e année. Mais sportivement, on était descendu de Ligue 2 à Nationale déjà. Donc il y a tout qui commence un peu à voilà. Tu commences un peu à se réguler, c'est le mot de ce soir. On revient en équipe de France, juste parce que c'est pas ça, je voudrais savoir. Tu joues jusqu'au 20. Et après, c'est espoir. Ouais. Espoir, tu arrêtes d'être convoqué. Bah ouais, parce qu'il faut être performant en première division. Mais je me posais déjà des questions avant. Tu vois, mais faut être performant dans ton club pro pour aller en espoir. Et moi, je jouais pas en pro. Ou soit j'étais blessé, ou dans tous les cas, j'étais pas performant. Parce que c'est l'effet, j'étais pas du tout performant, au contraire. Et donc voilà. Après, plus jamais à l'équipe de France. Plus jamais à l'équipe de France après ça. Et j'ai fini avec Toulon, mais j'étais nul à Toulon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Francis Mériqui, paix à son âme, c'est le coach que j'avais, moi, en équipe de France. C'est le coach qui m'a mis en alerte pendant très très longtemps. Loïc, fais attention, derrière ça pousse, fais gaffe, hein, travaille plus, ne te repose pas sur tes lauriers, enfin tous ces trucs-là. Et moi, ça, j'écoutais pas. Il va m'arriver, quoi. Au foot, tu es toujours vieux. Même si tu as 20 ans.
Attends, toujours qui vont pousser. Ça pousse derrière. T'es toujours vieux. Ça pousse. À 20 ans, il y a un jeune qui arrive derrière toi. Il y a la concurrence. Moi, t'as des mecs, à l'époque, c'était ça. T'as des mecs, tu les vois pas arriver. Moi, à l'époque, j'étais avec Gueda Fofana au milieu de terrain, qui est coach de la réserve à l'OL aujourd'hui. Et ça se passait très bien avec Gueda, mais ça pousse, il y a la concurrence. Tu avais des mecs comme Enzo Real, tu as Francis Coquelin qui est arrivé comme ça, mais quand il est arrivé, j'ai tout de suite vu que c'était une bombe atomique. Donc il fallait que je me réveille, mais à un moment donné, c'est trop tard. Le temps où tu n'as pas travaillé, eux, ils travaillaient, et à un moment donné, ils sont plus prêts. Quand tu parles, c'est pas la première fois que tu dis ça. Quand tu n'as pas travaillé suffisamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écoutais pas. C'est-à-dire déjà un travail, c'est pas forcément. C'est déjà. À niveau physique. C'est déjà un travail, c'est déjà écouter les plus anciens, écouter la transmission, écouter les coachs. Pas croire que tu connais tout. Tu parles travail, déjà, il y a un travail global, général. Quand on parle, quand les anciens viennent te parler, c'est dans ton intérêt. Écoute, les plus vieux, ils connaissent. Réfléchis. Ils ont l'expérience. Ils disent ça, c'est pas anodin et tout. Et moi, j'écoutais pas du tout. Pour toi, ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre. C'est ça. Et tout ça, à un moment donné, tu le payes. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon autocritique, tu vois. Et je pense l'avoir payé. Et puis après, il y a un volet qui n'est pas tabou. Moi, c'est la religion qui m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis converti à l'islam un peu à cette période-là, en 2009. J'avais 18-19 ans. Et moi c'est mon fil conducteur un petit peu, hein, sans rentrer dans les extrêmes, pas du tout. Mais j'ai toujours été croyant dans le christianisme de par mes parents. Et à un moment donné, quand j'ai eu l'opportunité de décider finalement ma religion, à travers forcément, c'est pas venu comme ça, hein, à travers forcément mon réseau d'amis, j'ai découvert l'islam. Et ça m'a donné une ligne directrice. J'ai toujours été raccroché un peu avec cette connexion avec Dieu, avec le christianisme et tout. Mais là, avec les principes de la religion islamique, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis beaucoup accroché à ça et j'ai appris à appréhender beaucoup de choses et à analyser beaucoup de choses. Et moi, je le dis, hein, quand j'en parle... Hein, c'est questionné, quoi. Ouais, moi, quand j'en parle, la religion, ça m'a sauvé. Hein, c'est pas un tabou de dire ça. Hein. Sans rentrer dans les extrêmes, encore une fois. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a amené un cadre que j'avais pas. Et tous les principes de la religion que tu peux apprendre dans l'islam, toutes ces vertus, la patience, l'acceptation des choses, voilà, tout ça. C'est des trucs que moi, j'avais pas assimilés. Le respect pour les anciens. Voilà, tout ça. Tout ça, et j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été mis à travers mon chemin à ce moment-là. Typiquement, un agent qui, sportivement, après Boulogne, me fait résilier mon contrat et m'envoie en Belgique. Donc, en soi, sportivement, il me fait passer en Belgique. Mais il me fait faire n'importe quoi, sportivement. Un peu comme si j'avais pas assez souffert pour te rendre bien compte et que tu repartes bien de zéro, il faut te faire toucher le fond. C'était un peu comme ça le truc. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ce mec-là, il m'a fait faire un choix sportif ridicule parce que j'avais 2 ans à Boulogne. J'aurais pu très bien revenir de mon croisé et repartir en national. Certes, c'était pas le niveau que j'avais voulu au départ, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème d'ego. J'avais accepté de repartir d'en bas, etc. Donc, tu étais prêt déjà. Voilà. Et puis je repartais. Et je signe en Belgique et là, là-bas, je touche vraiment le fond. Pourquoi tu touches le fond? Parce que c'est un club de D2, c'est des magouilles, voilà, pas payé, c'est la merde. J'ai eu ma première fille en Belgique. Donc voilà, parce que s'il y a le volet aussi de la famille sentimental. Moi, ma femme, j'ai rencontré quand j'étais à Clairefontaine. Donc elle m'a toujours suivi, on a toujours tout fait ensemble. Okay. Donc ça a été aussi un pilier pour moi, etc. Mais donc voilà, j'ai ma première fille en Belgique, mais sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien. L'argent que j'ai pu gagner avant, toutes les trucs, l'équipe de France, il n'y en a plus. Le club, il n'y a plus. La paye, elle prend du temps à arriver. Voilà, c'est compliqué. Très compliqué. Des joueurs dans un grand club, il n'y a plus. Non, ça c'est paradoxal parce que dans ma vie de couple, ma femme, c'est pas quelqu'un qui interfère dans mon sport, etc. C'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en moi et qui a jamais mis son nez dedans. Et moi, ce qui est paradoxal, c'est même si j'étais vraiment au fond de la gamelle, parce que c'est le cas, je voyais sur beIN la Ligue 2 et tout à l'époque, mais j'ai jamais douté. Tu vois, c'est paradoxal, j'ai jamais douté. J'ai toujours su que ça allait repartir. Peut-être que j'étais fou, mais je croyais en moi, je croyais en la vie. Inverser le truc. Inverser le truc. Rapidement. Mais j'avais pas de... Et en fait, je pense que j'avais les bonnes bases dans le sens où je pense que quand tu fais quelque chose pour prouver aux gens, pour être revanchard, pour montrer aux gens que c'est pas la bonne essence. Faut le faire pour toi. Et si tu le fais vraiment pour toi et pas pour prouver aux gens, je pense que déjà les fonds de la fondation est meilleur. Quoi. Et donc, moi, j'étais dans ce délire. Me reprouver à moi-même que en repartant de zéro. Donc là, on continue sur Fréjus. Et là, je prends mon téléphone parce que quand t'es au fond de la gamelle, t'as personne. Hein. Ton téléphone, il sonne plus. Et voilà. Mais c'est top. Parce que
le tri se fait tout seul. Tu vois, la famille, les amis, ça se fait tout seul. Tu vois, t'as pas besoin de... Il n'y a pas de doute, là, ceux qui sont là, c'est les vrais. Oui, parce que quand tu étais jeune, j'imagine que tu as vécu un peu ça. Ouais, t'as plein de copains, t'as plein de cousins, t'as plein de potes. Tu découvres des nouveaux amis. T'as plein, C'est tous des frères. Ah ouais, Plein de frères. T'en as plein, t'en as plein. Ils te connaissent tous depuis très longtemps, Ouais, ils ouais, t'ont ouais. tous suivi depuis que tu as 12 ans. T'en as plein. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Parce que ça fait un tri. Et là, je reprends mon téléphone et j'avais Michel Estevan, je passe le bonjour d'ailleurs, qui était à Fréjus, qui m'avait fait signer à Boulogne. Et voilà, Michel Estevan, c'était un élément important dans ma carrière. Parce qu'il y a des gens, Coach, ouais. il y a des gens qui ont été hyper importants pour moi. Et lui, ça a été le cas. Il m'a dit clairement, c'était donc je fais quasiment 1 an en Belgique, c'est presque plus de 6 mois. À un moment donné, je dis à ma femme, écoute, j'ai appelé l'UNFP. Au niveau chômage, j'ai tout compté, j'ai tout calculé, ça va se passer comme ci, comme ça, etc., etc. Donc je me mets en place administrativement parlant. Quand je rentre en France, je sais que je suis pas en galère. J'ai mon chômage qui est là et on repart de zéro. Là, j'appelle Michel Estevan, il me dit voilà, écoute. Mais en Belgique, donc j'arrête tout. J'ai dit, écoute, je dis au coach là-bas, au président, là, à bon, mon ancien agent, j'ai rien en France, mais j'arrête tout. C'est bon, merci, au revoir, je rentre. Et là, c'est chaud. Parce que là, tu te dis, tu as 2 options. Soit tu rentres dans ton quartier, tu vas t'entraîner dans ton club de Paris, et là, c'est très, très compliqué. Donc là, tu as Michel Estevan qui me dit, écoute, on est en national, Fréjus, on n'a plus de budget, c'est un club de national pour recruter. Mais je te propose un truc, mets-toi en place au niveau papier. Dès que tu as tout fait, tu m'appelles, et tu fais comme si tu signais. Tu descends ici, on t'aide à trouver un logement, tu t'entraînes avec nous jusqu'à cet été, tu te remets en selle et cet été on voit. Et parfait, donc j'ai fait ça. Je fais comme si je signais à Fréjus, j'ai mis mes papiers en place. Après, j'ai fait déménager la famille en bas et j'ai fait 6 mois de chômage, on va dire 6 mois de janvier à juin. Et là, Michel, il me dit, bon bah écoute, t'as pas joué depuis un moment, tu reviens de blessure, remets-toi en selle ici et on repart quoi. Reste avec nous cette année. Et puis j'ai fait une combinaison chômage plus salaire à Fréjus. Et là, c'est le renouveau. Là, c'est-à-dire que là, je suis vacciné du passé, un nouveau Loïc, plus d'ego mal placé, qui repart de zéro, travailleur, machin. Et puis voilà. Et puis naturellement, bon bah les choses, les portes s'ouvrent parce que bah la qualité, elle est là. Et puis tu dégages des bonnes choses aussi. Tu donnes aux gens envie de venir t'aider. Ouais. Tu vois, tu donnes envie aux gens de venir t'aider, de te filer un coup de main, etc. Parce que bah tu souris à la vie, t'es quelqu'un de positif. C'est important. Voilà, c'est hyper important. C'est hyper important. Tu ne peux pas vivre dans une ambiance fermée avec la porte qui ne s'ouvre pas. Il faut s'ouvrir, il faut communiquer. Tu finis pour t'isoler, quoi. C'est ça, et puis c'est hyper important. Et là, j'avais déjà le processus parce que c'est facile de... Pas facilement, mais quand tu as la chance de pouvoir comprendre et analyser pourquoi ça allait pas, déjà, il faut avoir l'envie de pouvoir s'analyser de manière objective. Après, il y a aussi la période de « Ok, j'ai compris, je vais changer », mais c'est facile de changer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, il faut maintenir ce changement sur la patience. C'est ça que Wenger, elle parle de ça. Donc voilà, donc tout ça, jusqu'à ce que je devienne un nouveau Loïc, tu vois, un petit peu, c'était un peu ça. Et là, le deuxième chapitre, il commence, et le plus beau. Je dis pas que l'autre était moche, mais l'autre était hyper enrichissant parce que ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc je crache pas dessus. À refaire, j'aurais peut-être modifié 2-3 choses, mais le fond, j'aurais regardé la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux, épanoui et content de l'homme que je suis. Tu vois. Donc j'aurais pas à changer beaucoup de choses parce que le chemin il était hyper intéressant et constructif. Et donc bah voilà, je repars de Fréjus et là tu bosses machin. Finalement, bizarrement, les portes s'ouvrent. Tu fais une belle saison nationale. À l'époque, sortir du national, c'était pas comme aujourd'hui. T'avais pas de médiatisation, t'avais pas foot national, c'était compliqué à l'époque. À l'époque, 24-25, t'es en national, c'était fini. Hein. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. T'étais catalogué joueur de national, c'est très compliqué. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que c'est un championnat qui a beaucoup souffert, qui souffre encore aujourd'hui, mais c'est vrai, comme le dit Loïc, il y a quelques années. À l'époque, c'était un peu plus oublié, quoi. C'était encore pire, déjà qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la médiatisation de ce championnat-là est pas facile, et pourtant on est en 2024. Alors effectivement, il y a 10-12 ans, c'était encore complètement autre chose. C'était la 3e division et personne ne s'y intéressait. C'était chaud. Pas grand monde en tout cas. Ouais. C'était, entre guillemets, c'était le championnat des pros oubliés, quoi. C'était ceux qui n'ont pas réussi à franchir le cap et à rester au-dessus. Les problématiques. On les mettait là parce qu'il y avait un petit peu de qualité, mais par contre, il n'y en a pas assez pour que vous alliez là-haut, quoi. C'était un peu ça, franchement, c'était ça. Hein. Après, moi, j'ai eu l'opportunité de Bourg-en-Bresse monte en Ligue 2. Donc, petit club de national qui monte en Ligue 2.
donc contre qui j'ai joué. Mais pas facile, c'est-à-dire que Hervé de la Major, j'étais pas son choix numéro 1. Deuxième personne importante sur mon passage, dans mon renouveau. Et il me dit, écoute, viens à travers, mon agent qui est devenu un ami aujourd'hui, Laurent Diafo, voilà. On commence notre relation avec Laurent Diafo, ça a été une rencontre aussi importante. Via un ami à moi, je les cite parce que c'est des gens qui sont encore présents pour moi aujourd'hui. Via un ami à moi, Gilles Sunu, qui me présente son agent, Laurent Diafo. Et Laurent avait une connexion avec Bourg-en-Bresse, etc. Et le coach Hervé de la Major, il me dit, viens à l'essai. Mais le Loïc d'avant, tu me dis, viens à l'essai en truc, je viens même pas. Tu vois. Mais là, je dis, pas de problème. J'ai pas de problème, je viens. Donc j'ai fait Fréjus, je me rappelle, hein, j'ai fait un sac comme ça. J'ai dit à ma femme, de toute façon, je reviens pas. Si vous allez me rejoindre quand j'aurai signé et tout, je reviens pas. J'y vais avec un gros sac comme ça. Je fais ma semaine, ça se passe super bien. Ça se passe vraiment bien, hyper content et tout. Le coach, il me dit, bon, c'est bon, lundi, entraînement, je t'envoie le contrat ce week-end et tout. Parfait. J'arrive à l'eau, j'appelle ma femme. Je me rappelle, on a joué contre Clermont-Ferrand en match de prépa. Et j'appelle ma femme sur le chemin du retour et tout. Ah, c'est bon, lundi, vous venez et tout. Enfin voilà. Il me rappelle vers 22h à l'hôtel, le coach. Il me dit, ouais. Oups. Il me dit, ouais, Loïc. Je parlais avec le président. Non, je suis désolé. J'ai encore un peu des doutes, etc. Rentre chez toi, je t'appelle ce week-end et tout. Donc, moi, ascenseur émotionnel, mais c'est pas grave, je fais mon sac, je rentre. Le week-end, il me rappelle. Mon agent, il me dit, écoute, le coach, il veut te revoir. Je lui dis, écoute, dis-lui, il m'appelle. Le coach, il m'appelle. Tu irais voir sur le terrain? Ouais. Non, il veut me revoir encore une semaine. Oui. Nouvel essai, quoi. Il y a un nouvel essai d'une semaine. Un essai d'une semaine, les joueurs de Bourg-en-Bresse, ils se foutaient de ma gueule. Un essai d'une semaine, j'ai jamais vu ça. Alors imagine 2 semaines. Je viens, il m'appelle. Donc il m'appelle. Hervé, il me dit, bon, Loïc, viens, s'il te plaît. Tout. Je lui dis, écoute, écoutez, moi je veux bien venir, mais voilà, on n'est plus des enfants, on se dit la vérité. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me dit non, il me dit la vérité, il a été transparent, c'est qu'il voulait faire un joueur. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'il a aimé chez moi, c'est bien, il veut juste se reconfirmer les choses. Et lui, il marche beaucoup comme ça. Il marche beaucoup à l'humain, etc. Dans son recrutement. Donc moi, je refais un sac. Okay. J'y retourne. Et je dis à ma femme, je reviens pas. Et je fais encore une bonne semaine où on joue contre Nantes. Vous savez, comme moi, qu'il y a des matchs qui ont plus de valeur. On joue contre Nantes. Et contre Nantes, je fais un gros match. Ah, c'est bon, voilà, c'est bon. Donc, il me fait signer. Donc, après, je remonte en Ligue 2. Tant bien que mal, mais je reviens en Ligue 2. Bon, je reviens en Ligue 2, je dis, ah bon, ok. Mais je reviens en Ligue 2, moi, c'était pas fini. Je voulais encore monter. C'est-à-dire que je reviens en Ligue 2, mais je gagne moins ma vie en Ligue 2 qu'en National. Ah oui. Mais je sais pas l'argent le problème. Je sais très bien que si l'argent doit venir, viendra. J'étais encore dans une logique vraiment sportive. J'avais 24-25. Je me dis, c'est bon, l'argent, c'est pas grave. Pas de temps. Je peux payer les factures à la fin du mois, j'y vais. On verra plus tard. Donc j'y vais, sous les conseils de mon agent, etc. On y va, et voilà. Et la réalité, c'est que bon, de la Major, il me veut, mais c'est compliqué. Pendant 6 mois, je suis bon à l'entraînement. Je dis rien, le nouveau Loïc, hein, vraiment le mec souriant, voilà, qui fait pas de vagues, dans le comportement travailleur, voilà. Et je suis pas un merdier, si tu veux, donc je suis tranquille. Quand je joue, je suis bon, mais il a du mal à faire bouger son équipe, il a ses joueurs et tout. On fait 6 mois, c'est pas grave, je perds pas patience, je travaille. C'est chiant, mais je prends sur moi et tout. On parlait de matchs importants. On arrive en général, quand tu es en Coupe de France en janvier, tu commences à jouer contre des Ligue 1 et tout. Ouais. Et Bourg-en-Bresse, je me rappelle, on va à Rennes, l'équipe de Dembélé, Ntep, Sylvain Armand, c'est vieux, tu vois. Et il met, le coach là, Hervé de la Major, il met une équipe bis, parce qu'on est censé se faire taper contre Rennes. Mais sauf que l'équipe bis, on fait un sacré match. Et je fais un sacré match. Et partant de ce match-là, après j'ai tout joué jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi ça a été un élément important? Parce que il m'a pris en février et il me dit, écoute Loïc, je te dire la vérité, ça passait pas. Physiquement, ça passait pas. J'avais un truc avec toi. On me disait que tu méritais de jouer, tu me le montrais et tout. Ça passait pas, mais franchement... Le mec, il va vraiment sur le perso, quoi. Il me dit, ouais, il me dit ça passait pas. Il me dit, il y a un truc. Il m'a dit, il y a un truc, mais c'est cool. Fais attention, là, pour avancer un petit peu. C'est cool, je vais casser ton studio. et c'est cool, parce qu'il est honnête, tu vois. Et je lui dis, ok, et tout. Mais il me dit, par contre... Même si tu aurais pu le savoir dès le départ, quand même. Ouais, mais au final, regarde. Il me dit, par contre, ce que tu as réussi à faire, c'est énorme.
Parce que tu m'as fait changer du tout au tout. Aujourd'hui, tu joues tous les matchs. Tu as réussi à me faire changer du tout au tout. Donc franchement, chapeau. Donc on termine la saison et puis je prolonge d'1 an à Bourg-en-Bresse. Puis on a une très bonne relation. Je fais une très belle année. Et puis après changement de vie. Hein, après, Cardiff, machin. Et voilà. Comment ça arrive, Cardiff? Première Ligue. Cardiff, comment ça arrive? Déjà de base, je pense que c'est... Déjà, tu as joué beaucoup. En Championship, la première année, j'ai beaucoup joué. En Première Ligue, moins. En Première Ligue, moins. Mais comment ça arrivé? C'est un Parce peu... qu'ils sont en 12e div quand toi. On est en 2e div, ouais. Je suis en Championship. Mais bon, là, quand on connaît un peu le foot, on sait très bien que voilà, la Championship, moi, aujourd'hui, clairement, Bourg-en-Bresse, Cardiff, c'est une anomalie. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Comment ça ça doit pas arriver. Et comment ça arrive, ça? Comment ça arrive? En vrai, la réalité de pourquoi ça arrive, au départ, je pense qu'il y a la récompense de la récompense, moi je l'ai perçue comme ça, la récompense de là-haut, par rapport à la remise en question, le changement, à un moment donné, les portes elles s'ouvrent. Quand tu es quelqu'un de bien, tu as beaucoup plus de chances, ou quand tu essayes d'être quelqu'un de bien, de respecter les choses avec des vraies valeurs, tu as beaucoup plus de chances que les portes s'ouvrent, de rencontrer les bonnes personnes. Les gens ont envie de t'aider, le truc. En fait, comment ça s'est passé? Laurent Giaffo, il a joué au Royaume-Uni, et le coach de Cardiff, c'est un ancien, Neil Warnock, ça a été son coach. Et Neil Warnock, il était coach de Cardiff. Et à ce moment-là, Cardiff, il cherchait un squad player, un joueur de complément au milieu de terrain. Mais moi, Ligue 2... Squad player. Squad player. Joueur d'équipe, squad. Joueur d'équipe. Pour compléter, quoi. En gros, tu vas pas jouer beaucoup de matchs. Mais viens. Tu viens faire le nombre. Voilà. Tu viens faire le nombre. En cas où, voilà. Mais moi, en cas où, Ligue 2 Cardiff, je viens moi en cas où. Tu vois, il n'y a pas de problème. Hein. Et on a sorti des jokers aussi. C'est ça. C'est vraiment pour compléter. Joueur de complément. C'est un joueur qui te termine ton effectif. Joueur de complément. Le mec que tu veux pas forcément, mais on sait jamais. Donc mon agent, il m'a bien vendu. Ils ont validé le profil. Et à ce moment-là, j'avais le club où j'ai été en Écosse qui m'appelle au même moment. J'avais 2 opportunités au Royaume-Uni. Mais les Écossais, quand il y a eu Cardiff, ils ont compris que c'était plus intéressant pour moi. Ils se sont mis de côté et je suis parti à Cardiff. Et donc j'arrive à Cardiff, je change de vie, hein, honnêtement. Mais avec la même dalle, avec la même dalle, le genre de complément, pour moi, c'est pas grave. Quand tu changes de vie, tu parles à un niveau économique? Tout. Ouais. Économique, mais... Bon, la couture, ça change. Moi, c'est ça surtout que j'allais soulever, c'est le fait de voyager, d'aller à l'étranger. Pour moi, mes enfants, moi, je parlais l'anglais comme... voilà. Donc aujourd'hui, je parle anglais. Ma femme a parlé mieux anglais que moi, elle parle anglais. Ma plus grande, elle a fait 4 ans d'école au Royaume-Uni. Ma dernière, elle est née là-bas. Donc c'est tout un truc, avant même l'aspect footballistique, c'est le fait d'avoir l'opportunité d'aller vivre à l'étranger. Parce que le fait d'aller vivre à l'étranger, tu apprends beaucoup sur toi aussi. Tu apprends beaucoup sur toi, vraiment. Parce que moi, la manière dont j'ai été accueilli là-bas, etc., moi étant en France, déjà même un Français qui arrive dans le vestiaire en France, je ne l'accueille pas comme moi on m'a accueilli là-bas. Donc tu te remets en question, tu te dis en fait, toi t'es un enculé. T'accueillais pas les joueurs comme ça quand ils venaient dans ton club avant. Et moi, quand ils m'ont accueilli là-bas, ils me connaissent même pas. Ils me connaissent même pas. Bourg-en-Bresse, ils m'ont accueilli comme... Ils m'ont accueilli comme si... voilà. Et puis t'avais 2-3 francophones qui m'ont beaucoup aidé. Puis à son âme, et un ami à moi qui est décédé, Souleymane Bamba, il n'y a pas longtemps. Oui. Et lui, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait gagner beaucoup de temps. Après, il y avait Bruno Kelemanga quand je suis arrivé. Et voilà, en l'occurrence, c'était les 2 joueurs qui m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage, etc. Même si mon agent m'avait donné beaucoup de codes en amont pour pouvoir m'intégrer au style de jeu rapidement. Et donc voilà, Cardiff et tout ça. Et puis après. Passe 3 ans, donc la première année, Ligue 2. Ligue 2, on fait une super année. Championship, on fait une super année. Squad player, j'ai l'opportunité de jouer beaucoup de matchs parce que j'ai été le chercher en fait. J'ai squad player, je viens d'un petit club pas connu, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. Et puis... C'est la première fois que j'entends cette expression. Je connaissais pas ça. Ouais, en Angleterre, c'est beaucoup utilisé, ça, squad player. Et puis en plus, moi, j'avais un coach à l'ancienne, c'est-à-dire que... Anglais, très très à l'ancienne, c'est-à-dire que, mais très très honnête. C'est-à-dire que lui, c'est le numéro 1, lui, c'est le numéro 2, toi, t'es 3, 4, 5. Donc, de manière générale, c'est eux qui vont jouer. Mais il te le dit. Sauf si à un moment donné, le 12e mauvais match, c'est lui. Et moi, j'ai réussi à passer de, je suis une bêtise, 4-5 à 3. Tu vois.
Donc, ce qui fait que j'ai joué beaucoup de matchs. Donc, top, ça s'est super bien passé. Et on a l'opportunité de monter en première ligue. Bah voilà, quand je vous ai raconté un peu l'histoire, arrivé en première ligue là, d'où je reviens. Juste en parenthèse, tu as connu le foot anglais? J'y suis allé, ouais. Je suis pas resté longtemps, mais j'y suis allé. Et après, comme le disait Loïc, c'est un changement drastique. Alors lui, en plus, et sans manquer de respect à Bourg-en-Bresse, mais quand on fait effectivement ce type de bascule, là, tu changes radical, quoi. complètement de monde. C'est radical. Alors déjà, au niveau culturel, tu arrives dans un pays où le foot, c'est... Et encore une fois, c'est pas pour être péjoratif par rapport à ce qu'on fait chez nous, mais le foot en Angleterre, c'est complètement autre chose. C'est un autre monde, c'est une autre mentalité, c'est une autre médiatisation, c'est d'autres enjeux, et sportifs et financiers, comme il le disait. Donc c'est un réel changement de vie. Et puis lui, en plus, il arrive dans un club où il y a, pour le coup, une bonne dynamique. Donc en plus, tu vas aller chercher une montée en première ligue. Donc là, tu vis des choses qui sont exceptionnelles. Tu arrives dans un club où tu sais que ça fait guichet fermé tous les week-ends. L'engagement du public, des gens, et puis même la culture du travail aussi. Pour lui, par rapport à tout son parcours, à tout ce qu'il disait, moi, j'ai pas passé beaucoup de temps en Angleterre, j'ai fait 3 mois, je crois. Mais c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est de voir la conscience qu'ils ont. Et pourtant, j'étais à un niveau bien plus bas que le Championship, même si après j'ai fait un mois à Watford quand ils étaient justement eux aussi en Championship. Mais sur mon démarrage en Angleterre, à un niveau un peu plus bas, tu te rends compte que les mecs sont des bosseurs acharnés, quoi. Acharnés, vraiment, les séances d'entraînement du début à la fin, c'est travail. Et tu n'as aucun mec qui se plaint. Aucun. Et je pense qu'effectivement, lui, par rapport à son parcours, je pense que c'était l'endroit où il fallait qu'il se retrouve à ce moment-là pour confirmer la remise en question qu'il a eue et pour la valider et après aller chercher sportivement ce qu'il allait chercher. Mais je pense que l'environnement, il est parfait. En fait, tu arrives dans un club où l'entraîneur clairement te dit à la base, on compte pas sur toi, mais tu es là. Donc ça veut dire que si tu es là, c'est à toi d'aller chercher derrière ce que tu peux aller chercher. Et je pense que c'est en termes d'expérience et de joueur et de vie, c'est difficile de trouver mieux. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai été servi, clairement, j'ai été servi. En fait, j'ai croqué. Je savais d'où je venais à ce moment-là. Je savais exactement d'où je venais. Tout voilà. passé déjà. Je savais exactement pourquoi j'étais là. Donc après, il y a d'autres volets aussi. Quand tu arrives là à 26-27, tu retouches des sommes. Tu n'avais plus rien parce qu'à un moment donné, Bourg-en-Bresse, c'était des contrats d'1 an. Donc Bourg-en-Bresse, ça aurait pu basculer de l'autre côté aussi. Ça aurait pu ne pas marcher du tout et après, c'était fini. Donc là, ok, tu retouches de l'argent. Donc après, il y a un autre volet aujourd'hui. Ce qui anime aussi ma vie aujourd'hui, je découvre un truc qui ne m'est pas forcément destiné. Mais je découvre un peu se faire fructifier l'argent, de commencer à préparer l'après-football aussi. Donc l'argent qui arrive, j'ai l'intelligence de penser à ça. Payé à la semaine en plus. Ouais, mais en fait, ça, tu vois, les contrats, c'est à la semaine, mais t'es payé à la fin du mois. Ils parlent en semaine, mais t'es payé à la fin du mois. Ouais. Moi aussi, je pensais que t'allais te payer à la semaine, mais en fait, ils parlent en semaine, mais t'es payé à la fin du mois, comme en France. Bon, à la source. Pas trop de déséquilibre alors. Non, ça va. On parle de combien là la première année? Moi, squad player, quand je suis arrivé, j'étais. Quand je suis arrivé en squad. 20, 30 000 euros par Ouais, mois. Quand je suis arrivé squad player en semaine, j'étais peut-être en euros, j'étais peut-être à 20 000 euros. 20 000 euros brut, squad player. Sauf que moi, à Bourg-en-Bresse, j'étais à 5 000 euros brut. Tu vois, quand je suis parti de Fréjus National en Ligue 2, je gagnais moins ma vie en Ligue 2 qu'en National. Mais parce que je savais où je voulais aller. Dieu merci, ça a marché, mais je savais où je voulais aller. Et donc, ouais, squad player, t'es à 20 000. Donc, de toute façon, squad player, moi, je saute dessus, le squad player. Tu comprends pourquoi je te dis que je m'en foutais d'être squad player. Dans tous les cas, squad player, donne-moi squad player et je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et ça a bien marché. Et puis après... Donc, tu passes aux deuxième année. Ouais, quand tu montes en première ligue, puisqu'on est sur l'aspect financier qui est intéressant aussi, la bascule. La bascule, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais signé un contrat de 2 ans en squad player. Et au bout de 3 mois, j'ai prolongé. Ah ouais. En fait. 3 mois, j'ai prolongé. Parce que 3 ans j'ai repris 1 an derrière. Et là, on a rechangé les salaires, etc. Donc, tu n'as pas eu de bascule quand tu es passé en première ligue? Si, mais c'était déjà programmé. Oui, si, j'ai eu une bascule en première ligue. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en championship, tu es à 7-8 semaines, c'est un petit salaire. Tu vois, moi, dans mon vestiaire, en championship, quand je suis arrivé, c'était à 25-30 semaines. Tu vois, on parle pas du tout de la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Et en première ligue, moi, j'étais entre 40 et 50, ce qui est un petit salaire. En première ligue, en vrai de vrai.
Parce que certains pouvaient déjà toucher en championship Exactement. avec certains statuts. Ouais. Exactement. Donc voilà. Sauf que moi, peu importe ce que j'avais, maintenant ma logique c'était, avec ce que je gagne, comment faire fructifier au centime près mes contrats maintenant pour pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose quand le foot va s'arrêter. C'était ma logique qui est encore la mienne aujourd'hui. Et là, je découvre 2 volets aujourd'hui sans le savoir. Je découvre ma nouvelle passion aujourd'hui sans faire exprès, à savoir la gestion patrimoniale et l'investissement immobilier. Tu vois. Mais ça, c'était vraiment par hasard. C'était dans le souci de penser à l'après, pour essayer de mettre un maximum à l'abri à ma famille. Quand je dis à l'abri, c'est pas forcément le mot. Ma logique, c'était, à la fin du foot, me mettre dans une posture où je peux me permettre de tromper et me permettre de choisir ce que je vais faire. C'était ça ma logique. Donc voilà. Et partant de ce postulat, j'ai commencé à faire des choses dans la gestion patrimoniale via un ami à moi, Gaëtan Deneuve, qui aujourd'hui est mon collègue, parce que du coup, par rapport à un cabinet de gestion de patrimoine auquel je suis toujours client aujourd'hui à Rouen, et à la base, je suis client, et puis maintenant, je suis agent mandataire dans ce cabinet. Tu vois, donc tout ça, c'est venu un peu dans le sud de penser à l'après. J'ai rencontré des gens, ça m'a ouvert des portes, et je découvre d'autres choses que le football, et à ce moment-là, je commence à m'ouvrir sur d'autres choses que le football. Donc quand je rentre à la maison, je suis plus focus foot. Même si c'est vrai que je suis en première ligue, je dois penser à... Voilà, mais moi, sachant d'où je venais, j'ai pu vu, au départ je le voyais comme ça, mais depuis que j'ai pris une claque et je me suis remis en selle, j'ai plus vu le foot comme un levier pour la vie d'après, qu'un truc, ouais, je joue au foot, c'est trop bien, ça va durer toute la vie, je suis une star. Non, je savais d'où je venais. Vraiment. Parce que je savais que j'étais à 2 doigts de basculer de l'autre côté. Donc moi, le foot, à ce moment-là, je l'ai plus vu comme un levier jusqu'à encore aujourd'hui. Et voilà, et après, je l'ai vu comme un levier. On revient sur le terrain, la Première Ligue. La Première Ligue, c'est malheureux parce que... C'est quoi la capacité de stade là-bas? Cardiff, 35, je crois. Toujours plein? Ouais, en Championship, on était entre 20 et 30 à chaque fois. C'est sympa, hein? On était entre 20 et 30. Il y a pire pour évoluer. On était entre 20 et 30 tout le temps. Et c'est top, parce que les vrais Anglais, ils diront, le vrai championnat qui suit, c'est la Championship, c'est pas la Première Ligue. Un Anglais, il s'assimile à la Championship. Parce que c'est un truc vraiment anglais, tu vois. On vient en famille le week-end, c'est anglais, c'est moins médiatisé, ça rentre dedans, ça saute, ça court. Il y a 70 matchs, il y a des playoffs. Voilà, c'est ça. Quand tu regardes le championnat sur match en direct au début de l'année et la fin de l'année, tu te dis, putain, je vais jouer tout ça. Ouais. En fait, ça passe tellement vite parce qu'en fait, il y a 70 matchs. Non, t'as 46 matchs. Il y a 26 équipes, non? Ouais, t'as 46 matchs. Ouais, donc t'as 46 matchs. Ah, donc c'est 24, du coup, c'est ça, 46 matchs. Plus la coupe, tout ça, plus les playoffs. On va faire 60 tranquille, là. Ouais, c'est long, c'est long. Je me souviens de Diliman Ndiaye quand il signe à Marseille en arrivant de Championship. Ouais, il fait une saison l'année d'avant où il fait, je crois, 55 matchs, quelque chose comme ça. Et puis tu rajoutes ceux qui sont internationaux. Non, laisse tomber. Exceptionnel au niveau athlétique, mais au moins ça te met dans des bonnes conditions de travail. Ah ouais, non, là-bas j'étais un avion. Pas de masse grasse, les tests physiques et tout, laisse tomber. Bah oui, parce qu'il faut être prêt. Faut être prêt, parce que voilà, c'est le haut niveau, et donc quand t'arrives, faut être prêt. Là-bas, j'ai connu tout ça, parce que bon, ça manquait de respect à Bourg-en-Bresse à la Ligue 2, mais quand t'arrives, c'est pas pareil. Ah non. T'as des internationaux islandais, camerounais, ce que tu veux, irlandais, pas anglais, parce que tu restes en Championship, mais t'as des internationaux partout, en vrai. Donc c'est compliqué, il faut faire sa place. Et donc, toi, 2 ans... 3 ans, j'ai 3 ans, oui, du coup. Mais 2 ans en Première Ligue. Non, 1 an en Championship. 1 an en Première Ligue et 6 mois de Championship derrière, parce qu'on y a fait l'ascenseur. Ah, oui. Voilà, on a fait l'ascenseur. Bah oui, c'était logique après. Mais... Oui. Oui. Parce que nous, on avait une équipe de Championship. Nous, en Championship, quand on est monté, nombre de passes réussies, on était les plus nuls. On était dans toutes les stades du football pur, on était les plus nuls. Mais par contre, tir concédé, corner, coup franc pour nous, ballon dans la boîte pour nous, second ballon pour nous, tout ce qui fait monter une équipe en première ligue. Notre coach, en fait, c'est le coach qui a le record mat de montée en Angleterre. C'est celui qui avait QPR avec Adel Tarabt et tout. Je sais pas si il était au Queen's Park. C'est ce monsieur-là, Neil Warnock. Il a fait plein de montées. C'est un peu notre, si je dois comparer. Spécialiste de la montée. Ouais, c'est un peu les coachs qu'on a un peu aujourd'hui maintenant en France. Les anciens, je pourrais comparer à qui reviennent tout le temps. Les Courbis.
Tu vois, qui viennent faire des missions sauvetage, des trucs. Bah, c'est le même délire. Un peu ce qu'a connu l'entraîneur que tu as connu, hein, Jean-Marc Furlan. Au final, il a un peu cette image un peu de coach qui vient, qui fait monter les équipes, et puis après qui reste en Ligue 1, il a un peu du mal. Qui repart en Ligue 2 et qui refait remonter. Ouais, super coach. Tu as appris quelque chose à niveau tactique là-bas? Bah, j'ai revu mon football là-bas. Complètement? Ah oui. Parce que moi, quand j'arrivais, j'étais français. Et en fait, le problème des Français qui font des allers-retours, parce qu'on a des super joueurs qui sont partis en Angleterre mais qui sont revenus, qui aujourd'hui, on en a plein des exemples. Ouais. Parce que bah, là-bas, si tu arrives avec un truc déjà, une mentalité française, c'est moi, je suis français, je vais vous apprendre, vous allez voir, déjà t'es mort. Il faut arriver en toute humilité, il faut s'adapter à eux partout où tu te vois. Normalement, même en France, quand tu changes de club, c'est pas au vestiaire qui doit s'adapter à toi, c'est toi, tu dois t'adapter au groupe, te fondre dans la masse. Donc déjà, si tu arrives avec un ego un peu trop fort, dire là-bas, tu passes pas. Un peu comme partout déjà. Et après, il faut accepter de revoir son football. Moi, avec ce coach-là, ça repartait pas de derrière. Alors que 6 mois avant, quand on était en Ligue 2 et le défenseur il tirait, tu pouvais le regarder et lui dire qu'est-ce que tu fais, tu vois. Sauf que bah non, là-bas, la logique, c'était plus la balle est loin de notre but, moins on a de chances d'encaisser. Oui. Donc on va envoyer la balle là-haut. Vous les milieux de terrain, vous allez courir, vous allez récupérer le deuxième ballon et là-haut, on va jouer. C'était ça, nous. Tout ce qui est coup franc, directement dans la boîte, on pose la balle, les défenseurs vous montez. Touche, milieu de terrain. Touche, bon, le central, il vient prendre la touche au latéral, il fait des putains de touches jusque dans la surface, et on y va. Et après, on est au second ballon. C'est vraiment le foot anglais, quoi. Bah, nous, c'était ça. C'est l'image de l'époque, du football anglais. Alors, heureusement, ça a évolué. Dès la 12e div, quoi. Ouais, mais... Aujourd'hui, c'est pas comme ça? Ouais, ça évolue un peu, quoi. Ils essayent tous de repartir derrière. Et après, là, je veux pas blesser des oreilles et tout. Après, ça dépend comment tu vois le truc. Tu vois, moi, là-bas, j'ai revu mon football parce que je me suis dit, attends, quand ça marche, ce que tu veux gagner au final, en tout cas pour la division, c'était la technique. Parce qu'on a fini 2e, on a été sur podium toute l'année, on n'a jamais paniqué, on a écrasé tout le monde. On était des machines de guerre. C'est-à-dire que nous, j'ai pas connu un coach, j'ai connu un manager là-bas. C'est-à-dire que de la femme de ménage au mec qui tond la pelouse jusqu'à notre meilleur buteur, on était comme ça. Il a pris des joueurs comme moi, il en a pris 3-4. T'en as qui venaient de division inférieure en Angleterre, t'en as qui se relançaient. Il a fait plein de paris. Sur le papier, on n'est pas du tout destiné à monter. Mais j'ai rencontré un manager, il a fait un truc comme ça. Et là, on s'est revus dernièrement, malheureusement pour des causes tragiques. On s'est tous revus et tout. Là, quand on se revoit, en 1 an, en 2 ans, j'ai vécu un truc extraordinaire. Extraordinaire. C'est des choses qui font monter en équipe aussi. Mais c'est les fondamentaux. Oui. C'est pas par hasard. Les équipes montent. C'est pas par hasard. Et qu'on te trouve ça. C'est ça. Ça, faut trouver. Et moi, c'est ce que, après, c'est ma petite expérience. T'en as qui ont des meilleures carrières, t'en as qui ont des moins bonnes, peu importe. Moi, je pense que le plus dur, c'est à réussir à faire un club, quoi. Une seule unité. Et ça, lui, il avait réussi à le faire. C'était énorme. Et sur le terrain, moi, je comprenais pas. J'arrive, je joue bien. En France, quand tu joues bien, le week-end d'après, tu es sûr de jouer. Ouais, tu as été performant. C'est pas comme ça, là. Ben non. J'arrive, je joue bien. Premier match, je joue bien et tout. Je vois le match d'après, je joue pas. Et là, les Français, ils me disent non, lui, c'est comme ça. Ils regardent contre qui on joue et ils mettent les armes qu'il faut pour le match contre qui on va jouer. Là, on joue contre une équipe qui met des trucs, des machins, toi de la tête, on va changer. Et après, j'ai compris. Et en fait, après, tu avais toujours un 7-8 qui bougeait jamais. Mais quand tu étais dans un tournant, tu tournais. Et des autres qui tournaient. Et... adapter le jeu à l'adversaire. Et tu vois, je me rappelle d'un match, c'était un derby contre Bristol. Il fait une équipe, personne ne comprend. Et il a fait sortir 2-3 mecs, ils avaient quasiment pas joué de l'année, il les met. Personne ne comprend. Et les mecs, ils ont fait un sacré match. Parce qu'en fait, même quand tu comptais pas sur les feuilles de match, tout le monde avait sa part. Il avait quelque chose à amener à l'équipe, tu vois. Et voilà, non, c'était top. Donc voilà, mais après on peut parler pendant des heures. Mais... Toi, tu as joué en Première Ligue, tu as rencontré des joueurs ouais, de quel niveau? En Première Ligue, j'ai eu la chance, j'aime pas ce mot, mais là c'est la chance. J'ai eu la chance de jouer contre City, Liverpool, à Anfield. Alors moi, je suis pas un joueur de Première Ligue. Des joueurs qui t'ont choqué, quoi. Parce que là, on parle d'un autre niveau, au niveau international, comme tu as dit. Ces mecs, on parle pas du même football. Là. Nous, quand on joue contre eux, on courait derrière eux. On essayait. Hein. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Et moi, je ne suis pas un joueur de Première Ligue. Pour moi, quand tu es un joueur de quelque part, c'est quand on regarde le CV, tu as fait, vas-y, allez, à partir de 20 titularisations, tu peux commencer à me dire que tu es un joueur de Première Ligue. Moi, je suis passé en Première Ligue. J'ai pas joué en Première Ligue, tu vois.
C'est pas pareil. Tu n'as pas fait beaucoup de matchs? Non, j'ai fait quelques rentrées, j'ai pas fait un match titulaire. J'ai eu la chance de passer en première ligue. J'aurais aimé jouer en première ligue, mais moi, c'est ce qui m'a fait défaut dans ma carrière, c'est que quand il n'y a qu'un seul chemin dos au mur, il faut aller chercher là-haut, pas de problème. Mais quand je suis là-haut, et j'ai plein de choix, plein de nouveaux copains, plein de trucs, là, c'est fini pour moi. Et quand j'arrive en première ligue, je me dis, ah, ça y est, enfin. Et à partir du moment où tu penses comme ça, c'est fini. Mais c'était ton cas, non? C'était mon cas. C'était C'est pour ton ça cas? qu'en première ligue. En première ligue aussi? Bah oui, parce qu'en première Tu es ligue. revenu dans Loïc là-bas, qui était avec La Exactement. Fontaine? Bah parce que. Tu as dit, allez, vas-y, j'ai fait tout le tour, je suis arrivé, arrivé, c'est bon. Maintenant, voilà, ça va tomber, là. Et voilà, maintenant, voilà. Et je repars dans mes travers. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas repartir dans mes travers parce que je n'avais pas le choix avec un chemin. Prouver, monter. Là, j'arrive là-haut, t'es en première ligue. Moi, dans ma tête, d'où je viens, je suis en première ligue, je me dis, ah, Ça y est, le petit là, de je Clairefontaine, respire un peu. qui est en tout premier, Voilà. ça y est. Je respire un peu. Et là, la tête elle commence à repartir à droite, les sollicitations. La ligne directrice que j'avais, je commence un peu à partir en couille. Et la préparation, elle arrive. C'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. La préparation, elle arrive. C'est pour ça que quand on voit certains joueurs, comme voilà, je cite là Cristiano Ronaldo, C'est des phénomènes. tu dis putain, C'est des le mec phénomènes. qui tête, qui Ouais. tourne. Je sais pas comment ils font. Et encore une fois, on parle de. Et ça ne m'étonne de- pas quand Ronaldinho il part en couille, il Ah dit non, allez au Adriano, bon Adriano il est Et à, on parle de sommes qui sont importantes pour Ah oui. Loïc Et et eux- son parcours, mais mais- eux, on est encore en plus sur des choses Ça n'a rien à voir. complètement d'extraterrestres Mais par c'est rapport à ça. Et eux, ils arrivent à aller à gagner le ballon d'or. C'est quoi le prochain truc, toujours. Moi, j'étais en première ligue, il n'y avait plus de prochain truc. Hein. C'était, je suis là, on va voir. Ils arrivent à Tranquille. rester dans le niveau de performance Mais incroyable. là, t'es parti sur Cristiano Ronaldo. Mais moi, juste aujourd'hui, j'admire aujourd'hui des mecs qui ont une longévité en Ligue 1. Oui. Juste Oui. ça, déjà. Oui. Juste faire 10 ans de Ligue 1 de oui, manière oui, récurrente. oui. Mais chapeau, déjà. Parce que c'est des très belles sommes. Si tu gères correctement, après, tu peux ne pas travailler. Si t'as bien géré. Loïc, la carrière, ça c'était un dirigeant qui m'a dit, James Strauss, dirigeant de FOS, la carrière d'un joueur de foot, c'est 4 ans. Ouais. La moyenne. 4 Oui, ans. parce que tu es obligé de prendre C'est-à-dire- ceux qui réussissent pas. C'est-à-dire, tu vas pas jouer toute ta vie. Ouais. Tu vas passer 4 ans dans le foot. Et après, Ah, mais oui. pour une raison ou une autre, tu vas arrêter. Oui, parce que tu es obligé de 4 prendre en considération les échecs. Mais après, comme disait Loïc, on banalise, et moi le premier, hein, on a toujours tendance à banaliser un peu parce que ça fait partie du quotidien quand tu es suiveur de foot. Les garçons qui font 7, 8, 9, 10 ans dans Première Ligue, en Première Division, en Ligue 1, peu importe. C'est Mais énorme. C'est des choses qui... Et j'élargirais même à partir du moment où tu fais 8-10 ans même en professionnel. Même un joueur de Ligue 2 qui fait 7-8 ans à ce niveau-là, déjà, parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de remise en question quotidienne, comme il disait. Alors je dis pas que c'est facile, mais atteindre un niveau important et être une comète, ça arrive quand tu as du talent. Comme il disait tout à l'heure, les portes qui s'ouvrent au bon moment, la bonne rencontre, le site, il va. La difficulté, c'est de rester, c'est de durer, Ouais, c'est ça. c'est de performer dans le temps, de montrer que c'est pas un coup de hasard en fait. Et ça, c'est compliqué. Et effectivement, les garçons qui font 6, 7, 8 ans, j'élargis moi encore une fois dans le monde professionnel, on banalise souvent, mais quand on s'assoit et qu'on y réfléchit quelques secondes, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais oui. C'est pour ça, moi, ça me fait rire, les mecs, ouais, il aurait dû faire cette carrière, il l'a pas fait. Non. T'as fait ce que tu pouvais pas faire plus. C'est des conneries, ça. Il aurait dû. Non, c'est pas vrai. T'as fait ce que tu méritais de faire. Parce que tu sais pas, t'avais peut-être les qualités, mais c'est pas que ça. Quand t'arrives en haut, c'est pas que ça. Parce que moi, l'équipe de Première Ligue, pourquoi je décide de rester en Première Ligue? J'aurais pu partir en Championship. J'aurais pu surfer sur la vague. Sur les 46 matchs, j'ai dû en faire 35, pour la plupart titulaires. J'avais des opportunités en Première Ligue, mais j'ai dit à mon agent, en Première Ligue, en Championship, c'est peut-être une erreur. J'ai dit à mon agent, non mais attends, c'est le rêve de tout gamin d'être en Première Ligue. Je suis légitime à rester. Le groupe, il va pas trop changer. J'ai fait 35 matchs. J'ai vraiment contribué au truc. Je vais avoir ma chance. Donc je lui ai dit non, on tente 6 mois et on voit comment ça se passe. Et puis j'ai envie de goûter. Et c'est ça, j'ai fait tout ça. Ça va être les mêmes joueurs, tu vois. Après, ils ont ramené des joueurs de qualité aussi, mais sauf que moi, ma mentalité n'est plus la même. Donc, le premier entraînement, quand j'arrive en Championship de Bourg-en-Bresse, le premier entraînement, je tacle tout le monde et tout, ils me disent, mais c'est qui ce malade et tout. Bah, quand j'arrive en Première Ligue, premier entraînement, je me rappelle, première chose que je fais, j'arrive dans le vestiaire, il n'y a pas mon carton Adidas, mes crampons.
Alors que l'année d'avant, si tu me donnais des claquettes pour aller m'entraîner, j'aurais mis des claquettes. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand j'arrive, première chose que j'appelle mon agent, je dis ouais, mais mon carton il est pas là. Non, 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 non. Déjà mon agent, après il me l'a dit. Il me dit déjà quand tu m'as dit ça, j'ai compris que ça va pas louper. Après la préparation, j'étais catastrophique. Plus le même sens des priorités. C'est exactement ça. Donc c'était plus la même chose. Donc déjà c'était fini. Et faut pas oublier que je suis arrivé en tant que squad player. Donc quand je suis arrivé, le coach il croyait pas trop en moi en championship. Donc en première ligue, même si j'ai fait ça, il peut se dire ouais il est en sur-régime le gamin, là c'est trop haut pour lui, il va pas y arriver. Donc au lieu de me dire ça et arriver pour lui montrer encore plus que non, bah, je lui ai donné raison, j'étais catastrophique en truc, j'étais nul, j'étais nul, j'ai merdé. Mais moi c'est mes limites. C'est mes limites. Moi c'est mes limites. J'aurais pas pu faire une carrière de 10 ans en Ligue 1, faire une carrière de même 3-4 ans en Première Ligue, c'est mes limites. C'est mes limites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas fait. C'est beau d'écouter ça. Ouais, mais là où c'est important de le. Parce que tout le monde a ses limites. De le répéter, c'est que un joueur de foot, et on peut élargir aussi à d'autres choses, hein, parce que c'est pas que lié au foot, c'est aussi dans d'autres domaines, mais c'est pas uniquement de la qualité footballistique. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme il disait, parfois on a tendance à dire putain, il aurait dû faire une autre carrière. Et la différence entre il aurait pu et il aurait dû. Je le dis exprès, parce qu'il aurait dû, c'est que les qualités footballistiques montraient qu'il avait les aptitudes pour faire plus. Il aurait pu, non. Comme il disait, non. S'il avait pu, il l'aurait fait. Le travail, c'est une qualité. L'abnégation, c'est une qualité. L'engagement, c'est une qualité. L'entourage, c'est une qualité. Donc en fait, on ne peut pas dissocier la qualité footballistique, se dire avec le talent qu'il a, il aurait pu, si à côté de ça, il n'a pas réussi parce qu'il n'était pas assez travailleur. Parce qu'il n'avait pas l'état d'esprit de se dire aujourd'hui, l'année dernière, j'ai fait une saison en championship, je suis allé la chercher. Donc, si je vais en première ligue, il faut que je fasse 2 fois plus, parce que le niveau est plus élevé. Si tu n'as pas ça, c'est comme si tu l'avais, mais que tu ne savais pas faire une passe. C'est la même chose. C'est un manque que tu as qui ne te permet pas de performer à un niveau supérieur. Et c'est un ensemble, tu ne peux pas dissocier les deux, donc c'est important que le dise, parce que ça permet de se rendre compte aussi qu'un footballeur, et encore une fois je le dis, c'est aussi dans d'autres domaines, c'est un mélange de plein de choses. Et que quand il te manque quelque chose, tu ne peux pas te permettre de dire « ouais mais ça c'est pas grave, parce que techniquement il était fort ». Bah non, ça ne suffit pas en fait. Il faut ce qu'il y a à côté. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, les Cristiano, les Messi, ce sont des footballeurs exceptionnels, on le sait, mais ils sont aussi exceptionnels sur le reste. Sur la récupération, sur le travail, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut de Messi, et sans travail, il ne serait pas ce qu'il est. C'est impossible, peu importe les qualités qu'on a. Donc, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de paramètres, et c'est malheureusement à dire, mais c'est bien aussi de voir que parfois, il y a des échecs sur des garçons qui sont archi talentueux, parce que ça démontre aussi à d'autres qu'on ne peut pas se permettre de se reposer que sur un acquis, qu'il soit footballistique, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit athlétique, peu importe. Il faut l'ensemble pour y arriver, rester et durer. Pour rester. Et ça, c'est important. C'est le plus dur, c'est ça, c'est durer. Donc voilà, moi l'autocritique, elle a été faite depuis longtemps. Moi, c'est mes limites. C'est pour ça, quand on me dit, ouais, tu me disais, quand je suis arrivé, espoir, tout ça. Oui, mais espoir de rien du tout. C'est connerie, ça. Comment ça, moi, les trucs, les journalistes, les machins, il aurait pu. C'est juste pour flatter l'ego des gens. Ça fait plaisir à certains, ouais, peut-être, ouais. Il aurait pu, il aurait dû. Mais en vrai, de vrai, si t'es honnête avec toi-même, t'as fait le maximum que tu pouvais faire. Parce que si t'as fait ça, c'est parce que c'est toi qui t'as fait tes choix. Peut-être tes choix n'ont pas été bons. Ça aussi, voilà, pourtant t'as les qualités. Hein. Parce qu'il y en a plein des joueurs, ils auraient pu, qui sont bien meilleurs que des joueurs qui font. Mais ceux qui font, c'est que les manques à côté sont comblés. Le seul bémol que je mettrais par rapport à ça, c'est la blessure. Là, après, ça, c'est un facteur. Ouais, on est sur un facteur qui n'a rien à voir, qui peut arriver sur un impondérable. Et là, effectivement, on est sur des choses tu peux avoir tout eu avant. Malheureusement, la blessure tape. Parfois, les choix. Et le retour. Ouais, mais les choix, pour moi, c'est pareil. Ça fait partie de la qualité, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la qualité de ta réflexion. Exactement, c'est ce que je te disais. Ce choix-là. Alors oui, il y a un paramètre, comme il disait tout à l'heure, il y a parfois un petit paramètre chance, parce que peut-être la bonne rencontre, le bon environnement au moment de ton choix. Mais en attendant, ton choix, c'est toi qui l'as fait. À ces moments-là, pour toi, c'était le bon choix. Toi, tu étais convaincu que c'était le bon choix. Après que tu l'aies fait tout seul, que tu étais orienté par ta femme, par ton enfant, par ton agent, par ta famille, peu importe.
Le résultat, c'est que le choix, tu l'as fait à ce moment-là. Exactement. Et ça t'amène là où t'es. C'est tout. Mais Ouais. ça fait partie de ton process. Ça fait partie du process, exactement. Après, tu dois l'assumer de toute façon. Tu as fait ce choix là au moment où tu l'as pris, c'est que tu pensais que c'était le bon. Mais peut-être que le choix n'a pas été bon. Pour moi, le seul bémol, c'est la blessure. Là où on est sur un cas différent. Et là, effectivement, tu peux avoir un mec qui a mis tous les ingrédients pour réussir. Et malheureusement, tu as une blessure qui fait que tu reviens pas au même niveau. Là, c'est physiologique, c'est différent. Ouais, c'est pas pareil. Et après, tu vas en Écosse. Après, je vais en Écosse parce qu'en fait, ce club-là, quand je pars de Bourg-en-Bresse, ils m'appellent directement. Oui, quand tu avais dit tout ça. Quand j'ai fait mes années à Cardiff, le coach est resté le même. Est resté le même et il m'appelle. Quand il voit que ça se passe moins bien, qu'on redescend de première ligue, il m'appelle et tout. Et moi, je suis à l'écoute et puis voilà, j'y vais. Hein. Et puis je pars un peu plus loin, je vais à Édimbourg. Super pays, super ville, super expérience. C'est belle ville, hein. Ah, c'est génial. J'ai eu l'occasion de. Génial. Et j'ai fait 3 ans là-bas. C'est sympa. C'était top. Tu vois, j'ai rencontré des vrais amis extra-football là-bas, tu vois. Les enfants ne sont plus là-bas, c'était génial. Sportivement, malheureusement, c'est pas bien passé. Il y a eu le Covid entre-temps. Mais c'est pas la faute du Covid. On avait l'équipe, ça n'a pas pris, ça n'a pas bien, voilà. Covid, et au moment du Covid, ils ont pris les mêmes décisions qu'en France. Quand tu étais dans les 3 derniers, tu es rétrogradé. Ça veut dire que tu te retrouves à... Là, si pendant quelques mois, tu joues pas, il y a le Covid. Et quand ils arrêtent la saison, tu es dans les 3 derniers à ce moment-là. Donc, tu vas en D2 l'année d'après. Là, ça redistribue tout. Parce que j'avais signé longtemps. J'avais signé un long contrat là-bas. J'avais signé 4 ans. Ah oui. Et on descend en D2. Et là, on rentre dans des trucs. Bon, voilà, en D2, il faut partir. Et là, tu rentres dans des trucs. Bon, moi, je veux bien partir, mais... Donc, on rentre dans des discussions et tout. Et je fais 1 an sans jouer. Parce qu'en D2, je trouve pas chaussure à mon pied, je reste. Et voilà, je fais 1 an sans jouer. Après, bon, eux, ils remontent. On se met à table. Et là, j'ai l'opportunité d'aller au Mans. C'est un prêt? Un prêt au Mans la première année. Et là, je sais que je vais sur la fin de ma carrière. Quand je rentre. Moi, quand je suis au Royaume-Uni, c'est clairement, je reviens plus. Et toi, 30 ans, quoi. J'ai 30 ans. Mais je sais parce que... Tu vois déjà la fin de la carrière. Ouais, parce que ce que je prépare pour la vie d'après commence déjà à prendre beaucoup de place dans ma vie. Ah, voilà. Tu étais déjà dans la reconversion, quoi. Ouais, ça commence déjà à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et je sais que je vais sur la vie d'après parce que à travers les connexions en France, les copains et tout, je sais ce que devient le foot en France, les mentalités, les trucs. Et quand j'arrive au Mans, pendant 2 mois, c'est chaud. Je suis avec Chris. Tu vois. Donc je suis avec Chris. Et pendant 2 mois, c'est dur parce que je quitte 4 ans. Ah, le Brésilien. Le Brésilien. Je quitte 4 ans d'Angleterre. On parle de travail, de rigueur, à l'entraînement, ça bosse. Parce que moi, mes premiers entraînements, quand j'arrive au Royaume-Uni, à l'échauffement, le travail de pas, je suis KO. Je suis KO. Parce que, c'est chauffé. Parce que dès le travail de pas, c'est bam, bam, tu vois, c'est rythmé, tout est rythmé. Et quand je reviens en national, je sais que je suis sur la fin. Je le savais, mais quand j'arrive, je le sais encore plus. Parce que je vais plus retrouver ce que j'ai quitté. Mais je le sais, mais j'ai pris du temps avant de me mettre à la mentalité française. Donc, être plus conciliant avec les plus jeunes, etc. Au début, quand je suis arrivé, tu veux essayer d'amener cette rigueur, ce truc. Mais tu te rends vite compte que si tu restes dans ce délai-là, tu vas te mettre tout le monde à dos parce que ça va jamais marcher. Donc, tu es obligé d'y aller en douceur et de naviguer, de machin. Hein. La France, quoi. Et donc, je navigue comme ça pendant 1 an, saison correcte. Après, l'opportunité d'aller à Versailles, grâce à Mika, j'ai pu partir sereinement vers la fin, parce que je vais vers la fin. Parce qu'en fait, Michael, sans le savoir peut-être, mais je pense qu'il le savait à ce moment-là. S'il le savait, parce qu'il ne m'a pas donné d'aide au logement dans le contrat. Le mec qui se débrouille tout seul. Donc, j'habitais... Depuis le parking qu'il pique. J'habitais... Non, j'ai fait déjà... Parce que quand j'étais au Royaume-Uni, je me suis installé pas loin de Versailles, vers Clairefontaine. Ok. Et j'habitais là-bas, moi. Donc, Mika m'a donné l'opportunité. Indirectement, c'est encore une fois les portes, les trucs positifs qui arrivent. Le stade, là où j'en étais dans ma tête par rapport à la vision de l'après et tout, il me donne l'opportunité de continuer à jouer au foot, mais en étant chez moi. Parce que du coup, j'habite à la maison et je vais jouer à Versailles. Donc c'était parfait, c'était parfait pour moi, les enfants. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé. Et Versailles, toi, avec Chris? Pas au départ. Pas au départ. Non, pas quand il nous rejoint. Chris arrive en cours de saison, sur la première année de national. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec Chris à Versaille? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est consultant. Il est chez lui. Il est consultant. Hein. Non, il est même plus consultant sur Amazon. Là, parce qu'Amazon, il n'y a plus. L'année dernière, il était consultant toujours. Il était consultant à la sur télé? Amazon, ouais. Et là, je sais pas, ça fait un moment que je l'ai payé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec Louis dans la gestion à Versailles? Mika, il peut le confirmer avant même de parler de Chris, c'est que le club, c'était le bordel. Déjà de base.
C'était très compliqué. Après, on peut toujours parler de on aurait pu mieux faire, mais c'est pareil. Jusqu'aux dernières journées, on joue la montée et tout. Mais c'est qu'à un moment donné, tu payes quand même tout ce qui s'est passé dans l'année, etc. Et à la fin, on a explosé sur la dernière ligne droite, parce que même si ça a explosé, avec les joueurs qu'on avait, ça aurait dû passer en vrai. Hein. Pour le national, on avait des joueurs comme Fabien Lemoine, Jermaine Lens, Mathieu Dosevi, j'en oublie. Et là, je parle des plus gros CV. C'était possible avec ces groupes du montée en Ligue 2. Ouais, mais t'avais une équipe de Ligue 2. T'avais une équipe de Ligue 2 sur le papier. Clairement. Dommage. Mais bon. Ouais. Lucas, il était là au tout début du projet Versailles, donc il connaît mieux que moi les fondations de ce projet, et je pense qu'elles n'étaient pas forcément bonnes. Après, c'est comme ça. Hein. Les aléas. Mais non, c'est vrai que c'était un projet qui était bien parti avec une belle dynamique, puisque avant que Loïc nous rejoigne, on sort de la saison en National 2 où tout s'est très bien passé, le club est monté, demi-finale de Coupe de France contre Nice, qui a permis toujours de solidifier... Non, il n'était pas encore. C'est l'année d'avant. Donc ça permet de solidifier un petit peu le nouveau projet, puisque c'est des nouveaux investisseurs qui sont arrivés peu de temps avant. Jean-Luc Haribard qui arrive en directeur général pour bien huiler tout ça. Donc le projet est intéressant. On fait un mercato effectivement N2 national avec des garçons du profil de Loïc, donc des garçons expérimentés qui étaient censés amener une vraie plus-value à la fois en termes de footballistique mais aussi en termes d'expérience. C'était l'envie, puisqu'il y avait une réelle volonté de rejoindre le monde professionnel le plus rapidement possible. Et effectivement, moi je suis persuadé, comme l'a dit Loïc, que sur cette première saison de nationale où on est promu, qu'on doit monter dès cette saison-là, parce que le groupe qui est constitué sportivement est intéressant, et que les quelques points qui nous manquent, puisqu'on joue la montée, je crois, jusqu'à 3-4 journées de la fin. Oui, jusqu'à janvier, je pense qu'il Versailles est première. Même après, non, on est dans le haut, en fait. Vraiment à la fin, parce que même quand on n'y croit plus, à un moment donné, on a eu des résultats favorables, à 2-3 journées de la fin, quand tu vas perdre à Paris. Martigues, je crois que même potentiellement, t'es peut-être... T'es pas spécialement mort sur le papier. Hein. Mais il faut un concours de circonstances important, mais en tout cas, tu joues la montée jusqu'au bout, et je pense que les quelques points qui nous manquent pour valider cette montée-là, effectivement, ils sont dus à toute la partie extra-sportive sur cette année-là, ce qui a été compliqué sur des choses en interne, et que je pense que c'est là-dessus qu'on passe à côté de quelque chose d'exceptionnel, parce que faire N2, Ligue 2, ça aurait été top, et je pense que sportivement, on était préparé pour le faire. Mais bon, comme il le disait, c'est les aléas des projets. Moi, ça m'a permis en tout cas de croiser des garçons que j'avais déjà vus sur les terrains, mais que je connaissais pas personnellement, et avec lesquels, comme c'est le cas aussi encore avec Loïc aujourd'hui, il y a eu des accroches, et avec lesquels on échange pas régulièrement, mais en tout cas quand on se voit, c'est toujours un plaisir. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, d'avoir des garçons. On vient de passer plus d'une heure à parler de son parcours, ce qu'il a vu. Il a joué avec beaucoup de joueurs que moi je connais, des 11 qu'on a croisés, et côtoyer ce type de personnes et évoluer ensemble dans un même projet pendant un temps, et après garder des contacts. Encore une fois, c'est même pas le fait de s'appeler tous les jours ou autre, mais tu nous as vu, pour pas trahir de secret, quand on s'est vu tout à l'heure en arrivant dans le parking, c'est des retrouvailles qui sont chaleureuses, parce que tu as vécu des choses au niveau humain qui sont importantes, et chacun a son parcours, chacun a ce qu'il a vécu, mais en attendant, quand tu es ensemble avec des valeurs communes dans un projet commun, bah, tu t'y retrouves, et moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important dans le foot. Après, les carrières, le sportif, ça fait que tu réussis pas, il y a des montées, il y a des descentes, il en a vécu beaucoup dans un sens comme dans l'autre. Au final, ce qui reste, c'est ça, c'est tes rapports humains, c'est ce que tu as vécu ensemble, et c'est de se dire, est-ce que le temps qu'on a passé ensemble, on s'en souvient pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Aujourd'hui, moi, c'est une de mes fiertés, c'est de me dire que dans les clubs par lesquels je suis passé, Versailles en fait partie, les garçons pour lesquels moi j'ai contribué d'une manière plus ou moins importante à faire venir, c'est des garçons, quand je les revois, ils sont contents de me revoir. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que, encore une fois, le côté humain du foot, on le disait au tout départ quand on parlait de Clairefontaine, les éducateurs, ils créent les hommes de demain. Et l'important, c'est le relationnel. Tu l'as dit aussi tout à l'heure en parlant de la durée d'une carrière. C'est peu, au final, en représentation par rapport à la vie d'un homme. Le temps que tu passes sur une carrière de joueur par rapport à ta vie, je ne sais pas aujourd'hui à quel âge est l'espérance de vie, mais ça représente très peu. Donc ce qui te reste, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est toujours important et intéressant de le valoriser aussi, parce que l'humain, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux dans toutes ces aventures collectives. Au public, il n'y a pas cette vision, mais c'est les relations de monde pro que vous avez construites entre vous, et ça, c'est magnifique. Ouais, cet espace, il est là pour ça, pour partager un peu avec qui ne connaît pas ça, un peu les coulisses du football. Donc, ça me fait plaisir que vous êtes là, que j'ai proportionné cette rencontre, faire partir.
Et je te remercie d'être venu. On va passer à la deuxième partie. On fait une petite pause. Ok. Et après, tu vas nous dire les 11 types de Loïc. Les 11 types de Loïc. Les mecs que tu as joué avec. Avec. Ok. Ok. Oh, ok. On va prendre le tableau. Ok. Ça marche? Ça marche. Allez. Alors, on va accompagner Loïc dans les 11 types. Donc, il va nous raconter les mecs qu'il a joué avec, les personnes qui lui ont touché pendant sa carrière. Mais par contre, pour avoir accès à ce contenu exclusif, il faut se souscrire sur la chaîne YouTube. C'est pas être abonné, mais c'est souscrire au service. Alors, ça coûte un café par mois. Moins d'1 euro, Mika. C'est cadeau. C'est cadeau. Et Loïc va nous donner les tips. Il va partager ces moments avec nous. Donc, n'hésitez pas. OK? Loïc, vas-y. Voilà. Les 11 types de Loïc. Le 11 types de De Loïc. tous les temps, hein? Ouais, de toute ma carrière. Hein. Toute ta carrière.